Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 14, Dracula. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Comte Dracula ? Je suis Dracula. Et je vous souhaite la bienvenue, monsieur Harker, dans ma résidence. Ok, salut à tous. Voilà, nouvel épisode. Pour moi, c'est clairement, je vous spoil tout de suite, c'est un chef-d'œuvre ultime. Le Dracula de Coppola, d'après donc Bram Stoker, le roman de Bram Stoker. Désolé, j'ai la voix un peu cassée. C'est pas un problème de filtre avec mon ingé son. C'est voilà, j'ai la voix un petit peu enrouée. Comme d'habitude, j'ai mes invités qui sont avec moi. Des invités donc à distance cette fois. On est chacun chez nous. Du coup, j'ai un invité de Lille, un Lillois et un Marseillais. Donc vous voyez, on peut dire que je réunis toute la France dans le Spectrum et ça fait très très plaisir. On a une ligne directe, Lille, Paris, Marseille. On va commencer déjà par le haut, par le nord, par le nordiste, un habitué du Spectrum. Donc j'ai vraiment l'honneur et le plaisir d'accueillir Fouad de l'Heure Magique. Fouad, comment ça va ? Salut Jamel, ça va mon pote, ça va, merci de ton invitation. Bah avec plaisir, tu sais très bien que tu es ici chez toi. L'Heure Magique, toujours sur YouTube, qui a de plus en plus d'abonnés et voilà, un contenu toujours de qualité avec ton binôme. Guillaume Héral. On le salue. Ouais. Vous avez aussi des invités, pas tout le temps, de ce que j'ai pu remarquer. Mais, pas toujours, mais on essaie d'en avoir de plus en plus. Tout un programme. Il y en a un autre aussi qui a un programme très très complet et qui est aussi très... très réactif. On va passer du côté de Marseille, vous voyez, en une demi-seconde, vous voyez, en un éclair, on débarque à Marseille pour accueillir de nouveau Fred, Système des Prod Film. Merci Fred d'être là. On a fait un très bel épisode hors série que moi j'ai eu beaucoup de plaisir en fait à enregistrer avec toi et Puish. Je salue également Puish. Donc on a deux vampires puisque faut savoir que Fred ne fait pas son âge. Oui, c'est ça en fait. Comment tu vas Fred ? Bah là, tu m'as démasqué. Ouais, en fait, c'est ça, je suis immortel. Donc, salut. Merci à toi de ton invitation. Avec plaisir. Voilà. Tu as donné un avis là, à chaud sur le dernier Saw. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais fait une rétrospective Saw. De temps en temps, sur la chaîne, on fait des rétrospectives soit de réalisateurs, ou soit des fois de films slasher, monstres, enfin des monstres un peu du cinéma. On avait fait les Freddy, on avait fait les Hellraiser, on avait fait Massacre à la tronçonneuse, les rétrospectives de tous ces films-là, de Halloween et Saw. J'ai dit allez, on va faire une rétrospective Saw. Il nous manque vendredi 13, peut-être prochainement. Je ferai un spécial vendredi 13 rétrospective. C'est rigolo, en fait. Elle est Chucky aussi, non, peut-être ? Et Chucky, il faudra le faire aussi, ouais, t'as totalement raison. Donc Dracula, je l'avais annoncé tout à l'heure, donc de Francis Ford Coppola. Version, alors adaptée, c'est vraiment, on verra au fil de notre épisode que c'est pas exactement la version du roman de Bram Stoker. Donc le film est sorti le 13 janvier 1993, sorti aux États-Unis en 92. Dans le casting, on va retrouver Gary Oldman, on va retrouver Anthony Hopkins, Keanu Reeves et Winona Ryder. Donc vraiment, ça c'est pour les têtes d'affiche. Je fais un petit pitch rapidement. Donc Transylvanie 1462, le comte Vlad Dracula, chevalier roumain, part en guerre contre les Turcs en laissant derrière lui sa femme Elisabetta. Cette dernière met fin à ses jours lorsqu'elle apprend la fausse nouvelle de la mort de son bien-aimé. Le suicide étant vu comme un péché mortel par l'Église, elle est considérée automatiquement comme damnée. Fou de douleur, Vlad Dracul renie l'Église et déclare vouloir venger la mort de sa princesse damnée à l'aide des pouvoirs obscurs, devenant ainsi un vampire sous le nom du comte Dracula. 4 siècles plus tard, en 1897, Jonathan Harker, un jeune notaire anglais, est envoyé en Transylvanie pour conclure la vente de l'abbaye de Carfax à un mystérieux comte qui n'est d'autre que Dracula. Au moment de leur rencontre, Dracula découvre un portrait de Mina, la fiancée de Harker, semblable à tout point à Elisabetta. Dracula décide alors de retrouver Londres et de se faire transporter sur le Déméter. Le film a totalisé plus de 3 millions d'entrées en France, ce qui est énorme. On est sur un budget d'environ 39-40 millions de dollars. Et au niveau du box-office total, vous avez une idée un petit peu ? Je ne sais pas si vous avez fait des petites recherches et tout, mais du box-office total mondial. Je dirais près de 200 millions. Là. Ah, pas mal. Et toi, Fred ?
Non, j'ai pas fait de recherche par rapport à tout ça. Bien vu Fouad, c'est 216 millions de dollars. Un gros carton. L'Oscar des meilleurs costumes de Eiko Ishioka, donc, qui est une designeuse costumière japonaise. Et il y a eu plein de nominations au niveau des maquillages. Et il a eu 10 Saturn Awards. Alors, c'est un peu moins connu, effectivement, que les Oscars, mais je pense que c'est assez prestigieux aussi aux États-Unis pour le meilleur film d'horreur, meilleure réalisation, meilleur jeu, meilleur costume et meilleure écriture. Je sais pas pour vous, je vais aussi vous demander, mais moi, à la base, je suis pas trop film de vampires. Enfin, et surtout de Dracula, en fait. Et je sais qu'il y a plus de 300 films qui ont mis en scène, justement, le comte Dracula. Celui-ci, pour moi, il symbolise... Alors, j'ai pas vu tous les autres, bien entendu, mais pour moi, c'est la référence, en fait, du film gothique. Avant de continuer dans les détails, je voudrais vous demander comment vous avez découvert ce film, quel a été votre premier contact avec le Dracula de Coppola. Ben moi, je l'avais vu au cinéma, en fait, puisque je suis je suis né en 71, et à l'époque, en 92, 93, tu as raison, peut-être en France, il a dû sortir peut-être en 93. Cette adaptation de Dracula, je pense que c'est la plus fidèle au roman, puisque le roman Dracula, en fait, se présente sous forme de journal de bord, d'articles de journaux, et on suit comme ça des différents événements qui sont relatés, et notamment le passage sur le dernier voyage du Délétère, c'est le carnet de bord du capitaine, en fait. Et je crois que c'était peut-être même la première fois que Coppola s'attaquait à un film fantastique. Parce qu'avant, il faisait pas je crois qu'il avait jamais fait de film fantastique auparavant. Il y a un côté très théâtral, très littéraire dans le film. Et toi, Fouad ? Pareil, comme Fred, moi je l'ai découvert en salle. En janvier 93, je suis allé le voir à l'UGC La Défense. Ah là là, ça a été mon QG là-bas. J'ai squatté le JC La Défense. Je connais bien le JC La Défense. Pour l'anecdote, il fait partie des premiers films que j'allais voir de moi-même. C'est-à-dire que je payais moi-même la place. Ça, okay. Voilà, c'est con, mais voilà, c'est une date dans ma cinéphilie. Alors, moi, j'ai été très impressionné par Dracula sur grand écran. J'étais très impressionné. C'est un film qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a beaucoup touché parce que moi, dans ma tête, Dracula, c'était Christopher Lee, c'était des versions, voilà, c'était un personnage démoniaque, horrifique, monstrueux, etc. Et c'est la première fois que je voyais un Dracula en personnage tragique. Coppola a beaucoup fait ressortir ça. Mais finalement, Dracula, c'est pas un monstre. C'est une victime, entre guillemets, quoi. Et les décors, les effets spéciaux, ce prologue incroyable, ce prologue de fou, ou qui donne un contexte historique. Pour la première fois, j'avais le contexte historique de Dracula que je ne connaissais pas. Moi, je ne savais pas que il était plus éloignement inspiré était inspiré de manière éloignée d'un personnage historique roumain. Voilà, tout ça s'est mélangé dans ma tête. Et pour résumer, c'est enivrant. C'est un film qui me hante encore aujourd'hui. Quand je le revois toujours avec grand plaisir. Ces effets spéciaux, etc. Il y a un parfum comme ça d'amour, de mort, c'est voilà. C'est vraiment moi c'est une date. Et accessoirement, c'est un film qui m'a filé des cauchemars. J'ai eu des cauchemars 15 jours après la projo. C'est un film qui m'a empêché de dormir assez longtemps. Et voilà, vraiment, Dracula, pareil, moi je le porte très haut dans la filmographie de Coppola. D'ailleurs, le côté monstre tragique de Dracula, et j'ai l'impression que c'est un peu une thématique dans le cinéma de Coppola, puisque Le Parrain, c'est un peu aussi un monstre tragique. En fait, c'est vrai ça. C'est une tragédie à la fin. Si tu regardes la trilogie, c'est un drame en fait, indépendamment de tout le côté mafia, etc. Mais et Dracula, le vrai Vlad Dracula a existé. Et il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix sur l'Empire ottoman, des historiens qui parlent et des vraies reconstitutions avec des acteurs. Et donc, je sais plus, je crois, les deux premiers, je sais plus exactement, ça parle de l'Empire ottoman, mais à chaque fois sur des périodes. Et je crois que le troisième, c'est Vlad Dracula, parce qu'en fait, c'est un chrétien, en fait, donc il t'expliquait un petit peu l'Empire à l'époque, les empires ottomans, les empires chrétiens et tout.
les batailles qui se livraient. Et ce personnage, en fait, il a créé la terreur. En fait, les Ottomans se chiaient de lui parce qu'il empalait les gens. En fait, c'était Vlad l'Empaleur. Vlad III dit l'Empaleur. Et donc, après les batailles, tous les survivants, il n'y avait pas de prisonniers. Ils se faisaient empaler. Et l'empalement, il t'explique ce que c'est atroce comme truc. Pas de quartier, quoi. Il n'y a pas de quartier. Et c'était pour accueillir les conquérants qui venaient. Ils savaient quel sort les attendait s'ils continuaient à... Et là, franchement, ça fait flipper, quoi. C'est passionnant. Et ce qu'on te montre au début du film, dans l'intro du film... Ben on voit les empalés et tout ça. Oui, il est magnifique ce prologue. C'est évoqué dans des scènes aussi où ils disent mais c'était un monstre avant même d'être le vampire Dracula en fait. C'est fou, hein. Mais Coppola l'explique très bien, c'est qu'en fait la Roumanie était très éloignée des autres pays, des alliés chrétiens. Il était un peu, la Roumanie était un peu livrée à elle-même face aux Ottomans en fait, et du coup les Roumains ne pouvaient compter que sur eux-mêmes pour lutter contre les Ottomans, d'où probablement cette barbarie, quoi. Vlad, le prince, il était prince. En fait, leur père en fait était un vassal de je sais plus quel empereur chrétien. Et du coup, ils ont séparé les deux frères et ils les ont mis dans des familles pour être sûr que le père, le roi, reste fidèle à l'Empire. Et du coup, les enfants, donc Vlad Dracula, il a été éduqué pour le combat, tout ça, mais en même temps, il y avait sur sa tête qui planait en fait une menace pour garantir la fidélité. Donc c'était souvent des choses comme ça qui avaient cours à l'époque. C'est très bien expliqué dans le documentaire. Et en fait, il a tellement une grande portée de bataille. Lui, son but, c'était finalement après de s'émanciper de la chrétienté et d'être un conquérant, en fait, un pur conquérant. Et oui, donc là, pendant un temps, il a servi leurs intérêts, mais il y a eu des retournements dans l'histoire, dans les tumultes de l'histoire. C'est très intéressant, mais c'est absolument terrible, toutes ces histoires. Je vous invite vraiment à le regarder, ce documentaire sur Netflix, sur l'Empire ottoman, et vous verrez le chapitre sur Dracula. Il y a 6 épisodes, à peu près, de 1 heure. C'est complémentaire au film, hein, parce qu'en plus, là, c'est l'histoire, la vraie histoire, en fait. Et d'ailleurs, ce prologue, c'est un prologue de malade mental. Il est incroyable, ce prologue. Et je me demande dans quelle mesure il n'a pas inspiré Peter Jackson pour le prologue du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment... On retrouve un peu le même style de prologue, quoi. Hein. C'est vrai, ça, ce que tu dis. Hein. J'avais pas pensé, mais bien vu, ça, l'analogie là, que tu viens de faire. Avec le temps, je me suis dit, mais tiens, mais en fait, c'est le prologue du Seigneur des Anneaux, quoi. En fait, ça ressemble beaucoup, en tout cas. Hein. Pour rester sur le véritable personnage Vlad l'Empaleur, donc Vlad III, il y a justement des articles qui sont sortis il y a 4 jours, donc c'est hyper récent, qui confirment en fait, suite à une étude scientifique qui a été menée en Italie, via des lettres qu'on a retrouvées de lui, et ils ont retrouvé en fait des protéines qui confirmaient en fait qu'il avait une maladie, à savoir qu'il pleurait du sang. Donc je pense que ça, c'est incroyable, c'est une vraie maladie, tu vois. Et du coup, en fait, je pense que ça a ajouté, ça a exacerbé encore plus cette notion terrifiante qu'il avait, parce que même la manière dont en fait il est, parce que dans le film il est vraiment très beau via Gary Oldman, il est très romancé, mais c'était un personnage qui faisait peur même physiquement, tu vois. D'accord. Et du fait que là il pleure du sang, t'imagines le truc, quoi. C'est à quel point donc on retrouve cette notion d'hémoglobine même sur le personnage historique de base, parce que moi je l'ai revu là la semaine dernière en salle et je me suis pris une claque, mais ça m'a ravivé certaines émotions. J'ai pas dit, mais moi je l'ai découvert au collège, je l'ai vu aussi en salle, et je m'étais pris à cette époque une claque monumentale, mais vraiment. Et cette scène dont tu parles à 2 reprises, Fouad, la scène d'introduction, pour moi c'est l'une des meilleures de tous les temps en fait, dans le cinéma, par rapport à ma propre cinéphilie, tu vois. Juste après cette intro là, où t'as le titre de Dracula, je voulais applaudir seul. Je me suis dit c'est pas grave en fait, même si les gens ils me suivent pas. Tellement je me replonge dans ce que moi j'estime être l'âge d'or en fait du cinéma. Alors peut-être qu'effectivement c'est comme j'étais très jeune, j'étais au collège, je retrouve certaines émotions et peut-être que j'idéalise un peu. Mais en revoyant le film, il y avait un tel décalage. Pour vous dire, il y avait un tel décalage entre les films, les extraits, tu vois, de début des films d'aujourd'hui qu'on a, avec le moment où tu vois le logo Columbia Pictures avec ce côté pellicule, ce grain et cette intro. Avec cette voix off qui commence, il y avait un tel décalage, en fait, tu avais l'impression de dire, mais
c'est pas le même cinéma en fait. D'ailleurs, la voix off, c'est la voix off donc, du personnage qu'incarne Anthony Hopkins. Mais il incarne 2 personnages. Il incarne un prêtre pendant l'époque de Vlad. Oui, tout à fait. Ouais. À l'époque, dans l'intro, on le voit. Et comme c'est un film qui parle... L'histoire parle aussi de karma, d'ésotérisme, de karma, tout ça. Tu as des personnages qui sont censés être des réincarnations, en fait. Et du coup, tu comprends que c'était la réincarnation du prêtre qui l'a tué, Vlad. Et quand il est de colère, il renie sa religion, tout ça, Gary Oldman, il est complètement possédé, quoi. Le cri qui pousse. Ouais, le cri et tout, puis il tape du pied par terre et tout, comme ça, il fait des incantations. C'est prenant, quoi, tu y crois, en fait. Mais en tout cas, la tête qu'il fait, il devient déjà un monstre dès le prologue, quoi. Hein, mais le cri, c'est une synchro, c'est une post-synchro qu'ils ont fait avec un autre acteur qui avait vraiment un coffre, tu vois. Je sais pas si c'était un chanteur d'opéra. Ce plan, moi, qui me bouleverse aussi, que je trouve magistral, c'est ce plan, ce top shot, où il apprend, en fait, qu'elle est morte et qu'en fait, elle est reniée par l'église, en fait. Et du coup, il fait un tour sur lui-même. Je sais pas si vous voyez, comme si, en fait, il était complètement enivré. Il tourne comme ça autour de lui et il y a la caméra qui est en top shot, donc on a une vue sur le haut. Et c'est magistral. Donc, en fait, quand tu as une interprétation grandiose, tu as les costumes, tu as l'ambiance, et puis toujours aussi, puisqu'on parle de cette scène-là, mais ce soleil rouge sang, quand il met justement la pointe de l'épée, tu vois, dans la croix, t'as carrément du sang qui jaillit, t'as les yeux, en fait, la croix qui saigne, t'as les yeux je sais pas si c'est représenté comme des anges ou des enfants, en tout cas, qui saignent, tu vois, aussi. Et là, tu te dis, mais... Et cette musique aussi, enfin... En fait, ce que je veux dire, c'est que cette scène-là, c'est incroyable parce que j'avais préparé un peu les mêmes choses que tu as dit, Fouad. Autant sur Christopher Lee, un Dracula qui a marqué toute une génération, mais moi, je ne m'y reconnaissais pas dans ce Dracula qui déambule dans des châteaux, qui a un peu plus de la cinquantaine. Et on n'avait pas son backstory, en fait. C'est ça, ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec une simple séquence, une scène d'introduction, on a toute l'intrigue en fait qui est posée. En fait, on a tout compris dès le départ, juste avec cette scène, et on comprend exactement quels vont être les objectifs, pourquoi le personnage pourquoi sa trajectoire elle est aussi radicale. Et c'est ça qui est incroyable, quoi. Et ça a l'air d'être simple, mais c'est tellement compliqué de poser comme ça, tu vois, dans une dramaturgie. C'est l'art de la synthèse, hein, le cinéma. C'est l'art de la synthèse. Et cette scène, à elle seule, c'est quasi un court-métrage qui synthétise toute une histoire, toute cette partie-là, quoi. Et il t'ouvre le film là-dessus, et tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est le début, c'est que le début. Tu sais que derrière, ça va être complètement dingue. Et j'en reviens à ce que disait Fouad, ça veut dire que là, sur cette scène-là, bon, moi je pourrais en parler des heures, hein, je vous dis tout de suite, mais en fait, c'est que cette scène-là, elle est accompagnée par une mise en scène qui a une dimension quand même shakespearienne dans la tragédie. Dans le tragique, un côté baroque, c'est chargé d'émotions. Il y a un côté très graphique aussi par le chef opérateur, de Michael Ballhaus, je crois qu'il s'appelle. Michael Ballhaus, ouais. Il y avait la scène tu l'avais dit, la scène du Seigneur des Anneaux aussi, l'ouverture, qui est bien aussi, qui te synthétise tout. Ouais, avec ses plans sur la carte et tout ça, il y avait déjà ça dans Dracula. Mais il faudrait lui poser la question, parce que c'est très similaire, quoi. Et puis, sauf qu'il y a la technologie en moins, et ce que convoque Coppola, c'est des marionnettes. Hein. Toutes les scènes de bataille, c'est des marionnettes, en fait. Oui, on en parlera, ça, avec les effets pratiques, ouais. Les personnages. Donc, on va forcément commencer par Gary Oldman. On se prend d'empathie automatiquement pour ce personnage, qui est un personnage torturé, quand il lèche le sang du rasoir. Moi, c'est des petites scènes comme ça qui m'ont vraiment, pas traumatisé, mais qui m'ont vraiment marqué. Je sais pas pour vous, mais le bras du conducteur, tu vois, qui s'allonge dans la calèche. C'est super flippant! Mais ça, c'est incroyable. Tu sais, c'est simple, en fait, tu vois. Ouais, ils sont sur des plateformes, je crois. Hein, mais puis c'est flippant, quoi. Ça te met tout de suite dans une ambiance, la traversée des flammes bleues, où tu dis, ça y est, tu arrives dans un autre univers. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours eu l'impression, et là encore en le revoyant, que le château Dracula, c'est un trône. Et oui, et je me suis fait exactement la même réflexion. Dès que je l'ai vu, hein, même quand je l'avais vu en 93. Hein. Alors moi, c'est en le revoyant dernièrement. Je me suis pas arrêté sur ce détail-là, mais oui, maintenant que tu le dis, le château, il a une forme particulière. Hein.
Je l'ai vu en 4K là et j'ai acheté le Blu-ray 4K et je me suis fait la réflexion, mais je viens de le voir en fait, mais je l'avais jamais vu avant, tu vois. Je me dis mais ouais, en fait c'est un gars assis quoi. C'est Dracula lui-même qui est assis sur son trône quoi. Il grimpe à l'envers sur le rebord du château. Et c'est pas flippant ça, mais c'est super flippant putain. Il y a aussi un truc, c'est que dans la mise en scène de Coppola, on disait Coppola, il a influencé Peter Jackson, probablement. Ouais, alors, je dis ça comme ça, mais ça se trouve. Il y a différentes c'est une influences. hypothèse. Hein. Je pense qu'il a été sur certaines scènes de Dracula, il a été inspiré par les contes de la crypte, les travelling qui arrivent dans le château, la musique qui est un peu dans cette ambiance, dans ce registre. Et les contes de la crypte, c'était 89 quand c'est sorti. Là, on était en 92. On était encore dans ce genre d'imaginaire. Ouais, c'est probable. De la crypte. Et je pense que Coppola a dû bien saisir que les gens aimaient ce côté gothique. Donc, il a restitué, donc par petites touches, il y a des petites touches comme ça, un peu contes de la crypte, à certains endroits. Et un autre truc que je viens de voir aussi, pareil, que je m'en étais jamais rendu compte, hein, en 30 ans, hein, et je l'ai découvert que là, c'est qu'en fait, la scène du rasoir, justement, il rase Keanu Reeves. Et là, si vous regardez bien, en fait, les cloisons du décor se rapprochent. Travelling compensé. Non, c'est le décor, c'est le décor bouge. qui avance. C'est le décor qui bouge. Je ne l'avais jamais vu. C'est pour créer le même effet que le travelling compensé, mais sauf que là, il fait bouger le décor un peu. Et ouais, c'est le décor. Et là, je lui dis, mais attends, il y a un truc chelou là. Et en fait, ouais, effectivement, c'est confirmé par Coppola. C'est ouf ça quand même. Hein, et ça tend à créer ce malaise parce que tu as l'impression que cette maison, elle est mouvante en fait. Tu sais pas trop. Elle est flippante et tout. J'aime beaucoup la VF aussi. Alors là, je l'ai revu en VO au cinéma, mais la VF, la voix de Dracula. Je me souviens, j'avais une blague avec une copine au collège où quand il y a sa lettre, tu sais, il lit la lettre quand il part justement. Ah oui. Votre ami D. Tu sais, avec un espèce d'accent roumain comme ça. Ouais. Et même l'interprétation du comédien doubleur, quand il dit « le temps n'est plus à la guerre », il amène quelque chose encore de particulier au personnage. Et ouais, et moi, le Gary Oldman vieux, Gary Oldman, le Dracula âgé, quoi, je suis encore là, ébloui et ébahi par la crédibilité du maquillage. C'est-à-dire que moi, pour vous dire, je pensais que c'était deux comédiens différents. Je pensais qu'il y avait un vieux et un jeune. À l'époque. Mais là, j'ai revu, je suis vraiment bluffé. Je regardais sa peau et tout. Pour moi, c'est vraiment un mec de, je sais pas, 85 ans, tu vois. Alors que quand je regarde ici maintenant des films où les personnes sont censées être grimées en personnes âgées, je sais pas, tout de suite, ça sonne un peu faux. Mais lui, pas du tout, quoi. C'est Greg Cannom, hein. C'est le grand maquilleur Greg Cannom, hein, qui a fait les effets spéciaux de maquillage. Gary Oldman qui était tout jeune, moi je l'ai découvert dans Dracula, Gary Oldman. C'est là que j'avais pas vu True Romance encore à l'époque. C'est ça qui est super avec ce film, il y a un cast que de jeunes, hein. Il y a beaucoup de jeunes. Coppola voulait prendre des jeunes, des débutants, et ce sont quasiment tous des débutants. Et Gary Oldman qui joue 3-4 rôles, hein. Il joue le Dracula chauve-souris aussi. Le loup-garou. Le loup-garou, il joue le beau dandy, hein, le beau dandy Dracula avec le chapeau haut de forme, etc. Et le Dracula Vlad au début, etc. Et il y a 4 ou 5 versions de Dracula. Il est magnifique, hein, Gary Oldman, hein, dans ce film, il est vraiment... C'est un caméléon, hein, c'est un caméléon. En fait, il passe, comme tu dis, là, avec le chapeau d'un charme envoûtant, le côté séducteur. Il est beau, hein, ouais. Il a un charisme, il a une fascination. Et d'un côté, il peut être aussi, une minute après, terrifiant quand il est métamorphosé. Pour moi, s'il avait eu un Oscar, ça n'aurait pas du tout été un scandale. Même à un moment donné, quand il discute et tout d'un coup, il pète un câble, il sort... T'as vu, il sort l'épée. La phrase, quoi. C'est les enfants de la nuit. Enfin, la rhétorique, quoi. Ah ouais. À un moment donné, il a même une phrase, un dialogue où il dit... c'est quand il parle à Mina et il lui dit... Il parle des animaux, mais il dit la bête. Et comme lui, c'est un peu une bête aussi, tu vois, il dit, on apprend, il y a toujours quelque chose à apprendre des bêtes, tu vois. Il y a des sous-textes comme ça, exactement. Ouais. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, oui, le personnage, il a été fait finalement par ses guerres, par ses croisades. C'est des personnages, ça aussi, qui sont tragiques, c'est qu'ils servent finalement une cause, un pays, une patrie ou un truc, et ça va faire d'eux des monstres, des damnés en fait. Il y a le parallèle, hein. Comme tu dis, je pense qu'il y a le parallèle de l'ange déchu, tu vois.
C'est un peu ça, ouais. Tout à fait. Ouais, ben ouais. Il y a cette notion de rébellion, parce qu'il était au service de l'Église, tu vois, au service de Dieu. Et puis là, tout d'un coup, tu vois, ça devient l'ange déchu. Il y a un côté ange déchu, effectivement. Ouais. C'est l'ange qui tombe et qui devient un démon, quoi. C'est en sous-texte. Hein. Dans la culture, comme on dit, judéo-chrétienne, quoi, tu vois, dans cette vision-là. Il y a de la symbolique il y a beaucoup de symbolique, oui, comme tu dis, même le soleil couchant qui est rouge. Et comme le sang qu'il a répandu sur les collines et dans la pièce, ouais. Et ce château, effectivement, ce château qui est... mais t'as envie de dire à Keanu Reeves, le mec, t'as pas remarqué que c'est chelou cet endroit? Mais casse-toi, dégage, va-t'en. Keanu Reeves, d'ailleurs, qui joue le rôle d'un innocent, en fait, d'un mec candide. Oui, on va en venir, attendez. On termine sur Gary Oldman. Il est quand même gâté, parce que là, il interprète un Dracula qui a tous les pouvoirs surnaturels qu'un monstre voudrait avoir. Le mec, il a des pouvoirs d'hypnose, des pouvoirs télépathiques, il peut changer de forme, il se transforme, on l'a dit, en loup-garou, il contrôle les animaux, et à un moment donné, il se transforme en chauve-souris, il se transforme aussi en rat, il se transforme en brume, il est insaisissable, le mec. C'est un super-héros. C'est un Avenger à lui tout seul. Ouais, non, mais Van Helsing, d'ailleurs, il dit que sa faiblesse, c'est que il doit finalement retourner dans sa tombe le jour, comme ça. Alors, il peut marcher de jour, mais... il est faible, il est plus faible. Les envoûtements de Dracula, c'est un peu, justement, c'est un rapport avec la séduction, parce que même les vampires, les femmes vampires qu'il a à son service, elles sont là dans la séduction, donc elles envoûtent la sorcellerie de se faire, comme on dit, se faire ensorceler par la beauté, par des choses comme ça. Et il joue beaucoup sur justement ces aspects sexuels, érotiques, et aussi par les passions, en fait, en général. C'est bien montré dans le film, ça. C'est des passions dévorantes qui envoûtent les gens. C'est pour ça qu'il tombe dans les pièges chaque fois de Dracula, en fait. Il est très difficile à combattre. Alors, au sujet de Gary Oldman, il a accepté ce film pour une réplique. J'ai traversé un océan l'océan du temps pour te retrouver. I crossed oceans of time. Et c'est pour cette réplique-là c'est cette réplique qui l'a convaincu de faire le film. Elle est belle, hein, cette réplique. Hein. Tu sais, c'est un amoureux éconduit, hein, Dracula. Il a un côté pitoyable, enfin pas pitoyable, mais il a un côté très émouvant, en fait. Hein. Il est romantique, oui, parce que la fameuse Mina, dans le film... Clairement, c'est la réincarnation, parce qu'elle se souvient, elle a des trucs qui lui reviennent. En fait, Alors justement, incarnée par Winona Ryder, c'est quelle actrice, donc qui joue Mina et qui joue Elisabetta au départ et ensuite Mina. C'est le personnage timide, introverti, ingénu. Savoir que le rôle devait être interprété par Juliette Lewis, qui était juste avant dans Les Nerfs à vif, avec De Niro. Oui. Scorsese. Et du coup, en fait, Scorsese est un ami de Coppola et à un moment donné, Juliette Lewis était pressentie pour le rôle. Et ensuite, on la découvrira dans un autre film de vampire, Une nuit en enfer, je crois, qui est sorti en 93, 94 95, ouais. Winona Ryder, qu'est-ce que vous auriez à dire sur sa prestation ? Moi, je suis pas fan de cette actrice, en fait. Je suis pas un gros fanatique de cette actrice. Je la trouve pas très bonne, en fait. Je la trouve pas super actrice. Je trouve un peu insipide, un peu trop. Ouais, moi je la pas trouve trop d'expression, c'est ça ? Ouais, peut-être c'est ça. Je la trouve très très transparente, en fait. Moi, voilà, on en parlera tout à l'heure. Ça fait partie des points faibles du film pour moi. Ouais, j'ai très peu de réserves sur ce film. C'est la plus grosse, c'est la plus importante. Par contre, elle fait très bien l'ingénue. Etc. Mais je pense que c'est le personnage, justement, qui est comme ça, et Coppola l'a sélectionné pour ce... Parce qu'en fait, à la fin, c'est un personnage qui apporte des valeurs d'amour, et elle le sauve, d'ailleurs. Elle le sauve son âme à la fin. Oui, tout à fait, ouais. Elle a que 21 ans, au moment du tournage. Hein. Oui, elle était toute jeune, hein. Elle était jeune. Ouais. Et vers la fin, quand elle commence à devenir l'amante, la maîtresse, hein, à la fin, elle est en mode sorcière à la fin. Hein. Elle a, mais oui, arrêtez, tu sais, elle protège Dracula à la fin. Hein. Là, je la trouve vraiment pas très convaincante. En fait, c'est là, mais ça m'a pas du tout gâché le plaisir du film. Hein.
Et toi, Fred? Je peux entendre aussi ce que dit Fouad, mais faudrait que je me remémore un peu toute sa filmographie. Mais là, en l'occurrence, pour ce film-là, je pense que le personnage, c'est un personnage un petit peu ingénu. Effectivement, à un moment donné, elle devient un peu dark, mais à la fin, finalement, à la toute fin, quand il meurt, Dracula, elle parle d'amour, etc. Et à ce moment-là, lui, il trouve la rédemption. Il y a la marque qu'il avait fait sur la croix qui se cicatrise, et il y a de la lumière. Il atteint la lumière. Donc en fait, ça veut dire que il est mort. En mourant, elle réussit par son amour à racheter ses fautes et à sauver son âme, en fait. Donc le film, il a une fin positive, en fait. C'est pas juste le monstre qui est mort, c'est que elle a sauvé l'âme de. Il lui dit give me peace. La rédemption. Il dit Amina, donne-moi la paix. Et ça passe par l'amour, en fait, parce qu'en fait, c'est une réincarnation. Elle est la réincarnation de sa princesse, et donc du coup, à travers les âges, elle a réussi à refermer en fait ses anciennes cicatrices qui ont créé tout ce mal. Donc c'est une fable morale, fin de compte. C'est très beau, hein. D'ailleurs, quand à la fin il meurt et il retrouve son visage, c'est presque une icône religieuse, hein. Il est filmé comme une icône religieuse en fait, hein. Le dernier plan à ce titre est très beau, hein. Pour la première fois, tu as un Dracula tragique auquel tu t'identifies. Tu ne le crains pas, mais tu t'identifies, tu arrives à comprendre. Et tu dis, quelque part, il est... Pas qu'il a raison, mais oui, quelque part, je comprends son drame. Et c'est ça qui est beau avec ce film, c'est qu'il te ramène Dracula à une dimension humaine, finalement. Quelque part, ce qui lui arrive, ça pourrait nous arriver tous. C'est ça qui est beau avec ce film. Depuis la mort de sa femme, en fait, au début, il reste un monstre, et quand il revoit son incarnation, il identifie, il va à son contact, il essaie de la séduire, machin, etc. Et d'ailleurs, même à un moment donné, elle a conscience qu'elle est cette réincarnation-là, et qu'elle lui demande de la faire vampire. Il y a un moment, il se rétracte, il dit non, je ne peux pas te faire ça, je t'aime trop. Donc il a conscience que... Et il a traversé tous ces siècles... Et pour la retrouver, mais finalement, c'est elle qui le sauve à la fin. Elle sauve son âme dans la mort, en fait. Donc, du coup, quand ils sont dans le lit, hein, elle lui dit « Libère-moi de cet océan de mort ». Il y a des répliques, hein. Il y a des répliques shakespeariennes. C'est vrai. Pour les répliques, il y avait une réplique de Van Helsing. Tu sais, quand à un moment donné, une des vampires... la fille qui avait été mordue, là, Lucie, à un moment donné, elle est morte, et lui, il sait que c'est une vampire. Alors il dit, il y a cette réplique où il dit, l'autre il dit, mais vous voulez quoi? Vous voulez l'autopsier? Parce qu'il dit, il faut son cadavre. Il dit, non, je veux pas l'autopsier, je veux juste la décapiter, lui arracher le cœur. Et il dit ça normal. Mon avis sur Winona Ryder, je trouve que Fouad, il est un peu dur. Moi, je trouve qu'elle fait le job. Dans ce côté, effectivement, ingénu et tout. Après, je peux comprendre, hein, c'est une sensibilité, soit on accroche ou pas sur elle. Non, ça va. Moi, je trouve qu'elle fait bien le parallèle avec justement son amie Lucie, qui est vraiment un personnage beaucoup plus stéréotypé, la fille dévergondée, libertine. Et il y a vraiment bien elle arrive bien à jouer ce contraste quand elles sont en train de regarder le petit livre de Kama Sutra, où elle fait vraiment la jeune femme choquée et tout, tu vois. Je trouve que ça marche bien. Et je trouve qu'également, elle incarne bien cette notion de pureté. Et on se dit, ok, je peux comprendre qu'un homme est éperdument amoureux d'elle parce qu'elle ne dégage que pureté au début du film en tant qu'Elisabetta. Parce que lui, il dégage de la cruauté. Tu vois, je veux dire, même en tant que Vlad au départ, tu vois, je veux dire, il empale des gens quand même. À côté de ça, en contraste, il a une personne douce, aimante, tu vois, tout le contraire de lui en réalité. Du coup, en fait, on dit les contraires s'attirent. Et je pense que quand il est face à ça et qu'il se rend compte que l'Église, par le biais en fait des prêtres et tout, renie en disant elle est damnée, elle est vouée à l'enfer éternel, lui dit mais la seule personne qui pour moi faisait office de lumière, tu vois, dans ma vie et qui représentait justement cette pureté. Oui. En plus, même elle, vous la condamnez. Alors que moi, j'ai donné ma vie. Et il le dit, moi, j'ai donné ma vie pour le Christ, pour la chrétienté. Et c'est comme ça que vous me récompensez.
Et donc, du coup, là, il pète un câble. Quelque part, il y a ce côté critique des croisades, parce qu'en fait, c'est des empires religieux qui s'affrontaient, qui se battaient. Et quand tu te mets dans le contexte du bonhomme, c'est exactement ça. Tu as résumé, c'est dans sa tête, il dit comment j'ai tout donné, j'ai vendu mon âme en faisant des guerres, en empalant des gens pour vous. Et là, maintenant, vous me donnez pas cette ma nana, vous dites qu'elle va en enfer, mais vous me prenez pour un con, en fait. J'ai fait couler des rivières de sang pour vous. Non, mais en fait, c'est ça le truc, quelque part. C'est pour ça qu'il renie tout. Il dit, moi, allez, j'envoie tout bazarder, et il devient Dracula, quoi. Le monstre, il assume le côté monstrueux, quoi. Et donc, pour en revenir maintenant à Anthony Hopkins, donc, qui interprète Abraham Van Helsing, donc professeur émérite, scientifique. Comme tu l'as dit juste avant, c'est un personnage aussi qui insuffle aussi un peu de légèreté. Je vais pas jusqu'à dire que c'est le moteur comique de l'histoire, parce que ça reste un drame, mais il donne quand même du souffle au récit. Il y a une autre phrase aussi, alors peut-être que là, c'est pas forcément fait exprès, mais il y a une autre phrase aussi qui a fait rire les gens dans la salle de cinéma où j'étais. C'était quand il arrive, il regarde les crocs, tu sais, de Lucie, et il dit, mais tu sais, avec l'accent, il dit Nosferatu. Parce que du coup, Nosferatu, c'est un personnage historique, du coup. Non, Nosferatu, je crois que ça désigne c'est une façon de désigner un vampire. Donc c'est ok. générique. Ouais. C'est le nom générique, par contre, c'est ça. Le personnage Van Helsing, incarné par Anthony Hopkins, c'est vrai qu'il l'incarne d'une façon un petit peu, il le fait passer presque pour un fou, un peu. Contrairement à l'ancien Van Helsing dans les films, c'était toujours celui qui avait tout compris. Là, en fait, il le fait passer pour un illuminé total. Parce qu'à un moment donné, quand justement Lucie, elle était lubrique. Et lui, il dit oui, mais c'est une pécheresse, comme elle était lubrique, c'est pour ça qu'il l'a choisie pour être vampire. C'est-à-dire qu'en gros, elle était prédestinée à ça. En tout cas, Anthony Hopkins, je pense que c'est lui qui a dû choisir. En fait, c'est Coppola aussi qui l'a peut-être dirigé pour ça, mais parce qu'il aurait pu jouer certains dialogues d'une façon plus autoritaire, premier degré, ouais. Ouais, de temps en temps, il secoue les gens et tout, tu vois. Et il est vénère, Van Helsing. Moi, j'adore sa prestation. Elle a beaucoup été critiquée. J'entends beaucoup de critiques sur sa prestation, Anthony Hopkins. Too much, over the top. Moi, j'adore. Je trouve que son angle est bien vu. Effectivement, il le joue comme un fou. Hein. Un peu, un peu comme un fou, un peu... un savant fou, ouais. Un savant fou, parce que le mec, ça fait... T'imagines, hein, ça fait des... c'est le descendant du prêtre qui a condamné Vlad Tepes, et c'est lui aussi, il est issu d'une lignée de combattants, d'ennemis, tu vois, des vampires en fait. Et t'imagines, le mec est revenu de tout. C'est le mec. Il m'a fait penser un peu aux personnes qui font des métiers très difficiles, mais qui en gardent l'humour. Je pense notamment aux employés de pompes funèbres, aux gens qui sont confrontés à la mort tous les jours. À force d'être confrontés à la mort tous les jours, eh bien, tu développes un sens de l'humour. Tu relativises. Et il m'a fait penser un peu à ça, Anthony Hopkins. Il le joue un peu comme ça. C'est-à-dire que le mec, pour lui, c'est Dracula, c'est la routine, quoi. Il a pas peur, il s'en fout. Je vais juste lui couper la tête. Et je trouve que ça correspond bien au personnage, en plus d'être drôle, quoi. D'ailleurs, à un moment donné, quand il est, tu sais, c'est le médecin, en fait, c'est le médecin qui s'occupait de Lucie, qui connaissait Van Helsing, qui l'a introduit. Il dit oui, c'est mon mentor. Sauf qu'à un moment donné, quand il commence à expliquer les vampires et tout, il regarde les médecins, et puis, comme c'est des mecs scientifiques, il dit oui, bon, vous êtes scientifique, j'ai conscience que vous êtes scientifique, mais il y a des trucs mystérieux dans la vie. L'hypnose, par exemple, vous ne savez toujours pas. L'hypnose, bon, à cette époque-là, effectivement, on connaissait moins de choses sur l'hypnose qu'aujourd'hui. Et il essaie d'argumenter comme ça, de façon scientifique, parce qu'il a conscience qu'il est vraiment que personne ne peut le croire, quoi, ce qu'il est en train de nous dire, que les vampires existent, des choses comme ça, quoi. Après, c'est le récit qui fait que les personnages sont confrontés à des trucs surnaturels et ils sont obligés d'y croire, quoi. Mais c'est vrai que la façon dont les personnages se parlent au début, la première fois qu'il leur dit les vampires, ils le regardent, enfin, voyons, monsieur, soyons sérieux. Ouais, tout à fait, mais oui, pour lui, c'est sérieux. Et j'aime comment il a bien retranscrit ça, Anthony Hopkins. Il propose un Van Helsing,
à milieu de ce qu'a pu faire un Laurence Olivier, par exemple, dans un autre genre. Voilà. Et ça rend le personnage, encore une fois, plus humain, je trouve. Exactement. D'ailleurs, à un moment donné, Van Helsing dit vers la fin, il dit « Nous sommes des fous au service de Dieu ». À la fin, ouais, à il la le toute dit fin. littéralement, tu vois. Elle est magnifique, cette réplique. Et d'ailleurs, quel charisme à l'image, quoi. Parce que dès qu'il débarque, dans le film, tu vois qu'il incarne un second souffle. Il relance, tu vois. ouais, c'est ça. Il remet de l'énergie. Il relance, hein, c'est incroyable. Il relance l'intrigue. Et tu te dis, mais en fait, c'est lui qui manquait. Il manquait un protagoniste. En fait, c'est vraiment l'alter ego de Dracula. Tout à fait. Ouais, absolument, ouais. À un moment donné, il y a une scène d'exorcisme où il rentre pour la première fois pour l'attaquer. Et c'est là que Dracula, à un moment donné, il regarde la croix et lui dit « Vos idoles, vous ne m'arriverez... » Parce que oui, en fait, il dit « C'est pas vos idoles qui pourront m'avoir. » Comme ça, ouais, il ça. fait cramer la croix. Des hommages à l'exorciste. Oui, il y a une scène où il arrive, la première fois aussi tu regardes, il arrive, la manière en fait dont la lumière est projetée sur le haut, c'est exactement pareil, la couverture iconique du film Exorciste. Si vous revoyez le film, vous allez voir. Ouais, exactement. J'avais noté ça aussi. C'est au moment où, en fait, où Van Helsing arrive. Ah oui, exact. Il a sa petite mallette. Carriole, là. Ouais, c'est vrai, ça. Il a le chapeau, la petite valise, pareil que dans l'Exorciste, en effet. Et la porte qui s'ouvre est à le rayon de lumière. Et ouais. En effet, il a fait un clin d'œil. C'est ça, c'est un clin d'œil. Et il y a un deuxième plan aussi, c'est au moment où Lucie lui crache, du vomi, en fait, du sang. En effet, ouais, c'est ça. Ouais, mais totalement. C'est entre potes, tu vois, ils se font des petites passes dés comme ça, des petits clins d'œil entre eux. Des petits clins d'œil. On passe à Keanu Reeves. Oui, ouais. Moi, pareil, j'ai découvert que Keanu Reeves dans Dracula. Hein. J'avais pas vu Point Break à l'époque. Speed n'était pas sorti. Non, Speed n'était pas sorti, non. Et effectivement, pareil, un Keanu Reeves... Comment vous le trouvez ? Alors moi, je le trouve très bien. Il est très bien. Pareil, il a été beaucoup critiqué, un peu fade, un peu machin, un peu... Il est très critiqué. Mais moi, je le trouve très bien. Il est dans son rôle. C'est un jeune, tu vois, un jeune notaire débutant. Il a encore le lait de sa mère qui coule au bord des lèvres. Donc, tu vois, c'est un petit genou, quoi. Il veut bien faire. Donc, c'est vrai que sa prestation est un peu engoncée, un peu, un peu figée, on peut dire. Hein. Mais je trouve que, c'est un jeune marié, qui s'apprête à se marier pour la première fois, à prendre épouse. Je trouve qu'il est dans le ton. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, des gens reprochaient à Keanu Reeves de pas être un excellent acteur, mais en réalité, c'est-à-dire, je pensais que les gens devaient penser en termes de comme Gary Oldman, qui sont des caméléons, ou des De Niro, ou des Pacino, des choses comme ça. Mais Keanu Reeves n'empêche que, si tu regardes dans ce film, il joue justement un mec un peu sensible, fragile, en fait, un type ordinaire. Et c'est rien à voir avec John Wick, tu vois, par exemple, qui est monolithique. Je trouvais que, en fait, il joue dans la subtilité, Keanu Reeves. Il n'a pas besoin de faire trop de démonstrations comme ça. Il te fait le mec qui joue la peur, il joue l'angoisse, le sentimental. Et puis après, il va te faire d'autres types de rôles quand même. Moi, je trouvais qu'il arrive quand même à se diversifier. Ces derniers temps, enfin, depuis Matrix, il joue plutôt des personnages froids, un peu monolithiques, en fait, comme John Wick ou le personnage de Neo dans Matrix. Mais quand tu regardes sa filmographie, en réalité, je trouvais qu'il s'est assez diversifié quand même quand on y réfléchit. Donc, moi, je trouvais que cette prestation-là, elle était... il joue le rôle du personnage, en fait. C'est ça, L'amoureux de cette... Voilà, il veut se marier, c'est un mec bien sous tout rapport, en fait. Mais moi, j'aime bien, tu sais, quand il se rebelle à un moment donné contre Dracula, quelques impressions étranges. Et là, il dit, mais depuis le début, c'est étrange. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de normal ici, depuis que je suis arrivé en calèche. Et là, tu dis, enfin, t'as compris. Voilà, il lui dit ça. Et je lui dis, enfin, tu te rebelles parce que t'as envie de le bouger quelquefois. Mais ça fait partie, comme tu dis, de l'écriture du personnage. Il n'est pas rassuré, tu vois. On sent qu'il est dans l'inquiétude. On sent qu'il n'est pas serein, mais bon, tu dis, il est là, il joue sa carrière sur ce voyage. Parce qu'il y a une grosse affaire, il doit signer un gros deal immobilier. On va dépendre son avenir dans la firme. Donc, il y a aussi ce côté-là, tu vois. Et finalement, il arrive quand même à s'exalter dans le sens où, quand même, quand il est pris au piège par les 3 sbires féminines, dont la première interprétation de Monica Bellucci, tu vois, en vampire, c'est son premier rôle, il arrive quand même à s'échapper. Donc, il a quand même des forces, tu vois, en lui. Il a réussi quand même à
à trouver la puissance pour justement se sortir un peu du joug de ces trois geôlières. Comme vous dites, franchement, il est top. Alors, son accent, par contre, anglais, oh là là, il s'est fait mais vraiment railler dans tous les sens. Enfin, c'est incroyable. Aux États-Unis, même en France aujourd'hui, quand tu le vois en VO, enfin, son interprétation de l'accent en américain, l'accent anglais est catastrophique. Moi, ça va pas. Moi, j'ai vu que la version française. J'ai jamais vu la version originale. Mais c'est vrai que des fois, tu as des accents. Mais d'ailleurs, la scène des succubes, il y a le côté érotique. Et puis tout d'un coup, ça bascule dans l'horreur quand il apporte le bébé, qui leur donne le bébé à manger. Cette et là, scène. tu te dis, what the fuck? Ouais, c'est le démon, c'est une scène, on est en enfer. C'est démoniaque, cette scène. On est chez Jérôme Bosch. Vous avez vu cette image-là où il y a les deux femmes imbriquées l'une dans l'autre. Imbriquées. Oui. Ça m'a fait penser au film Society. Je sais pas si vous connaissez. Society. Ah oui, oh Society. là là. Ouais, mais ça devait être des danseuses qui ont fait ça parce qu'on voit que c'est. Et puis c'est tourné à l'envers, hein, t'as vu? Ouais, ça a été tourné. Ouais. C'est très étrange, c'est démoniaque. Étrange, C'est flippant, hein. C'est très flippant. Très flippant. Moi, c'est pour ça que c'est un film qui m'a donné beaucoup de cauchemars. Vraiment, puis avec cette musique, c'est avec des effets spéciaux. Alors moi, je croyais que les effets spéciaux de Dracula à l'époque, c'était le state of the art. Moi, je pensais que c'était le dernier cri. Tu vois, parce que j'étais très impressionné, moi, par les effets spéciaux. Et en fait, j'ai découvert que c'était c'est des vieux trucs de Georges Méliès. Mais on va en parler juste après. Ouais. Keanu Reeves, moi, j'ai un mystère. Je sais pas si vous allez pouvoir répondre à ce mystère, mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. C'est pourquoi, tout au long du métrage, ses cheveux deviennent gris. Alors voilà. Alors j'allais en parler. Ouais. Pourquoi, en fait? J'allais vous en parler de ça, justement. Tout simplement, c'est pour moi, enfin je l'ai pris comme ça en tout cas, c'est que quand même faire évoluer un peu ce personnage. Parce que voilà, comme on le disait, c'est un personnage un peu fade, un peu monolithique, c'est le prince charmant, le mari idéal, etc. Le gendre idéal. Le gendre idéal, pardon. Et moi, je pense que c'est le fait d'avoir séjourné chez Dracula, le fait de voir que sa femme est sous l'emprise de Dracula, qui risque de perdre sa femme, les soucis que lui crée ce périple, la traque de Dracula. Et je pense que ça pèse sur lui, en fait. Ça pèse sur lui, et je pense que son séjour chez Dracula ne l'a pas laissé indemne. En fait. C'est ça. C'est comme Frodon avec l'anneau. Tu vois, Frodon, quand il revient de la montagne du destin avec l'anneau, il n'est plus le même à la fin. Et je trouve que Jonathan Archer, c'est pareil. Son séjour chez Dracula ne l'a pas laissé indemne. Quoi. Et tu l'avais vu dès le départ, ça, dès le premier visionnage? Non. Non. Alors moi, j'avais pas tilté, et je me suis fait la remarque en le revoyant, et ce que je vous dis là, je me suis fait la réflexion là il y a une semaine, quoi, en revoyant le film. Hein. Effectivement, moi, il y a beaucoup de choses dans ce film que je n'ai remarqué que là, tout récemment. Hein. Et d'ailleurs, la scène, parce qu'en fait, la scène où il a réussi à s'échapper, parce qu'elle lui suce le sang, il a dit si j'ai assez de force, il réussit à s'échapper, il est brun. Et puis après, tu as la scène de mariage, on ne le voit plus pendant un moment. Et puis à la scène de mariage, il a les cheveux gris, et un peu grisonnant. Et j'ai pensé que c'était, sur le moment, que c'était un truc en rapport avec le mariage, qu'on leur avait mis un truc, tu vois. Et en fait, je pense qu'effectivement, non, c'est... ou alors peut-être qu'il y a une scène qui a été coupée, hein. Peut-être qu'il y a peut-être une scène qui montre ça. Mais ça passe comme ça, je trouve que, il se fait pomper le sang hein, aussi. C'est ça. Voilà, il est faible. Hein. Je pense que c'est ça, parce que... il a traversé un truc qui est dur, quoi. Hein. Il a failli rester. Il a été sous l'emprise de Dracula pendant très longtemps, le mec, hein, pendant plus d'un mois. Hein. Putain, moi, jamais... Même si tu me payes, jamais je reste un mois dans le château de Dracula. Je pense que voilà, c'est comme l'amène très bien le film, hein, quand tu es dans le château de Dracula, les lois de la physique ne s'appliquent plus. Hein, il y a des trucs chelous. Et c'est comme être exposé à la radioactivité. Tu vois, tu es exposé à quelque chose de très étrange. Tu vois, et je pense que pour moi, ça vient de là. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai interprété comme ça. Parce qu'ils disent que des fois, quand tu as eu de grandes peurs, il y a des gens qui ont les cheveux qui ont blanchi. Alors peut-être que ça a un lien un peu... Marie-Antoinette, il n'y avait pas cette légende-là de Marie-Antoinette, justement? Mais c'est pas impossible. Hein. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était à New York suite à un choc, le 11 septembre. Un choc émotionnel. Et c'est ça. Il a perdu ses cheveux. Le mec, plus de cheveux, plus de sourcils.
choc. Ouais, il y a des fois, il y Tu a somatises. des réactions psychiques. Alors, il y en a qui disent, ouais, des cheveux. Certains auraient les cheveux qui sont devenus blancs. Peut-être c'est pour illustrer un peu ça, qui est un peu les cheveux gris. À mon avis, ça va être quelque chose de ce genre-là, en fait. C'est très subtil. Et d'ailleurs, la réplique dont tu parlais, Fred, quand Van Helsing dit nous sommes devenus des fous de Dieu, précisément sur cette réplique, il y a un plan sur Keanu Reeves. Il regarde Mina entrer dans le château avec Dracula. Et ce plan est magnifique. Ouais. Il tourne la tête. Il est là. Il est beau ce plan. Il est magnifique ce plan. L'incarnation de Keanu Reeves est très juste. Oui, le personnage de elle Keanu est Reeves, c'est assez ça, touchante, il était en fait. jeune et un peu ingénu comme elle. Et cette histoire va les transformer, les faire mûrir, en fait. Vous avez vu, il gagne en gravité. À la fin, il est... Voilà, tu sens le poids. Tu vois, il a vieilli de 20 ans en 6 mois, quoi. Je pense que tu fais 1 mois dans le château de Dracula, et comme tu dis, tu gagnes en maturité, psychologique, physique. 1 mois, ouais, c'est mais ça. grave. Tu prends 10 ans dans la tête. Je pense que c'est l'équivalent de 10 ans au Baumette, je pense. Mais oui, c'est ça. J'aime bien tout le cast aussi qu'il y a autour. Oui, on peut en parler. Je voulais vous proposer d'en parler, effectivement. Carey Elwes, moi j'adore Carey Elwes. Il y a Richard E. Grant, Bill Campbell, qu'on a vu dans Rocketeer, qui joue le Texan. Ouais, avec son chapeau. C'est le Texan. Il a un fusil et tout, direct. Il va se faire défoncer par Dracula en mode loup-garou. C'est ça. Et il y a Tom Waits dans la peau de Renfield. Tom Waits, qui est musicien à la base, Tom Waits, qui est génial en Renfield avec sa voix comme ça. Il parle comme ça, là. Il a une voix hyper enraillée et tout. Il est super, quoi. Il est très... Et puis, il joue un Renfield qui est assez... Bon, qui est complètement... Qui a perdu la tête, mais qui mange des insectes et tout. C'est ça, le fou, dans la cellule, là, capitonné, qui... C'est intéressant parce qu'il y a une histoire dans l'histoire. Il s'est donné la peine quand même dans le film, même si tu vois, il y a ce fou. Bon, effectivement, on comprend que lui, je sers mon maître et tout, mais il y a une histoire sur le psychiatre qui le suit et qui du coup veut faire des expériences avec lui. Il dit, j'ai compris, ça va être un cobaye et tout. Et tu te dis, mais en fait, il aurait pu. Tu vois, c'est un truc qui sort un peu de l'histoire, mais non, c'était pour le côté savant fou qui fait des expériences au service d'un vampire parce qu'il leur promet de les mordre pour les faire vampires un jour. C'est pas, les Gould, non, un truc comme ça. Je sais pas. C'est un nom. Terme, et je crois que il y a un terme comme ça et je crois que lui, c'est ça, c'était une espèce de Gould qui et qui rage en fait quand il comprend que Dracula il veut faire donner l'immortalité à la fille à Mina et il dit oui non et moi alors ouais il est deg. Je vais tout donner moi, je veux et là il revient lui dire tu m'as trahi c'est le dindon de la farce. Voilà, ouais, c'est ça. Il s'est fait entuber par Dracula. Ouais, c'est ça. Vous avez vu le sbire, il a une cage sur la tête. T'as l'impression qu'il fait toujours nuit là-bas, t'as vu? D'ailleurs, toutes les scènes sont de nuit dans les séquences, c'est toujours nocturne. Ouais. Et c'est assez bluffant. T'as le plan en plongée où il prend l'insecte comme ça, mon maître. Les seconds rôles sont très soignés, pareil, des jeunes ou des acteurs pas très connus. C'est un ensemble cast, comme on dit à Hollywood. Il y a une galerie de personnages très très crédibles et que chacun reste à sa place. Et voilà, effectivement, même les sbires de Dracula à la fin, là, tu sais pas pourquoi ils l'aident. Les gitans, même eux, en fait, ils sont crédibles, tu vois, ça marche bien, franchement. Ouais, les gitans, là, ouais. Mais en fait, c'est ça, mais c'est parce que je pense que c'est ça, ce sont des humains qui sont au service du comte. Alors là, c'est pas pareil, c'est parce que lui, le comte Dracula, c'est un noble, il a des gens à son service, donc il les paye. Et eux le défendent, mais pas parce que c'est un vampire, c'est parce que c'est le patron, en fait. C'est pour ces raisons-là. Et c'est vrai que tu vois que Dracula, c'est un être fragile, quoi. Il est fragile parce qu'il est dépendant de beaucoup de gens quand tu vois. Exactement. Il est dépendant, il est dépendant des
des Roumains là, qui sont ses serviteurs, hein, qui remplissent ça. les caisses, qui vont charger le bateau. Enfin voilà, c'est un aide qui est à la fois puissant mais qui a encore besoin d'aide. Mais en même temps, il a l'argent, donc il y paye. C'est des employés, en fait. Tout à fait, ouais. Alors, je fais un flash rewind vite fait. Le livre des Mille et une nuits que lit Mina vers le début du film, c'est un exemplaire qui appartenait à Francis Coppola. C'est de sa bibliothèque privée. C'est pas le Kama Sutra, c'est le 1001 nuits. Ouais, ou je sais plus, ou au Kama Sutra, je sais plus. C'est titré Arabian Nights. C'est marqué Arabian Nights, exactement, c'est vrai. C'est marqué Alors ça, c'est ouais. possible parce que dans les contes des Mille et une nuits, il y a des aspects sexuels en réalité qui avaient été retirés pour des éditions où on avait gardé les contes, mais à la base, il y avait un aspect sexuel dans l'originel, en fait. C'est soit ça, soit c'est tout de Kama Sutra parce qu'on voit des positions, des trucs, et puis les filles qui regardent. Il l'a perdu pendant le tournage. Ce livre a disparu. À mon avis, il y a un stagiaire, à mon avis, il y a un membre de l'équipe qui l'a chopé, ça c'est sûr et certain. C'est ça, Lucie, la lubrique, Lucie qui explique à Mina, oh regarde, tu vois le sexe et tout. Et puis après t'as Mina qui dit, oh Lucie, et elle est si pure. Et il est explosé derrière. J'ai dit oui d'accord, ok. Oui, c'est pour elle c'est sa compréhension de la pureté à l'époque, sa copine. Non mais n'empêche que c'était plutôt bien vu ça. Elle comprend pas. Oh, tu crois que ça se passe comme ça? On peut vraiment faire ça? Non, mais en rêve. Ah. Malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus... Ah, là, c'est un autre level, hein. Entre-temps, on a fait tellement d'autres types de films d'horreur, quoi, avec le torture porn, justement, dans Saw, c'est considéré torture porn, parce qu'il y a des trucs beaucoup plus gore encore. C'est beaucoup plus effrayant, je trouve ça plus effrayant que Saw. Enfin, Dracula en chauve-souris, mec, il est flippant. Je veux dire, t'as 10 ans, tu regardes ça, enfin, tu vois la manière dont il bouge, comme on a dit, les personnes qui gesticulent, tu vois, l'animatronique, le côté animatronique, le côté mouvement, c'est vraiment, vraiment terrifiant, tu vois. C'est pas Twilight, en fait. Non, c'est pas Twilight, là, non, c'est clair. Les effets pratiques, parce que je sais que Fouad voulait en parler, on a vraiment tous été marqués hein, par le côté, les effets à la Méliès, les perspectives, les miroirs, les prothèses, les maquettes, les marionnettes, les costumes. Oh là là. Mais c'est beaucoup les maquillages. Hein. Tu sais, Gary Oldman, quand il est grimé en chauve-souris, il a très peu de prothèses. C'est la façon dont il va positionner les bras avec les ailes, qu'est-ce pour faire les ailes comme ça. L'incarnation, quoi. En plus, il est bien grimé, il y a des bons maquillages, tout ça. Puis tu y crois, en fait. Hein. Tu vois que c'est pas du numérique, quoi. C'est le comédien qui joue le rôle avec un costume et un... Il y a un travail de gestuel. Ouais, ça fait beaucoup plus flipper, ouais. Puis quand il regarde le courrier, hein, dans la chambre de Jonathan Archer, les lettres, s'il vous plaît. Jonathan Archer, il lui donne les lettres qu'il a écrites pour que Dracula les envoie. Et Dracula, il y a une manière de feuilleter les enveloppes comme ça, super chelou. Et c'est très flippant, quoi. Le rire de Dracula. Mais sérieusement, il est flippant. Ah oui, non, ah ouais. Tout le rire grinçant. Et je pense qu'ils ont mis un espèce de filtre aussi sur sa voix. Mais encore aujourd'hui, je fais pas le malin. Moi, devant cette scène, je fais pas le malin. Hein. Ah ouais. Ouais, la musique, elle y porte beaucoup. C'est la musique, justement, il y a toute la... Enfin, on en parlera après de la musique après. Quand les déplacements, hein, il est sur il flotte dans l'air. Hein. C'est super flippant, ça. Hein. Cette manière de se mouvoir. Et des fois, il est derrière lui et il voit qu'il est à 10 mètres. Alors qu'il vient de lui toucher le bras. C'est là que t'as envie de dire à Jonathan, c'est pas chelou là ce que tu viens de voir, mec. Sérieux? Non, à un moment donné, je pense que c'est tellement des trucs de fou que tu figes en fait. Tu vois, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir justement dans ces scènes-là, c'est la coiffure de Gary Oldman, donc de Dracula en vieux Dracula. Ça m'a marqué quand j'étais pré-ado, et j'ai jamais retrouvé en fait ce type de coiffure-là, et ça donnait vraiment une singularité au personnage et un côté vraiment énigmatique, mystérieux. Et justement, en fait, ça c'est dû à l'inspiration de, tu sais, les théâtres traditionnels japonais qu'on appelle en fait, ça s'appelle le kabuki. Tu tapes ça sur Google, tu vas retrouver en fait cette forme de coiffure. Et ça, c'est dû notamment à celle qui a gagné l'Oscar, je disais tout à l'heure, pour les meilleurs costumes, là, Eiko Ishioka. Et au lieu de lui faire, tu sais, des cheveux longs, tout simples,
tu vois, bateau. Mais en fait, les cheveux sont longs, mais c'est simplement qu'ils sont enroulés, en fait, ils sont relevés, mais en fait, parce qu'après, mon nez, quand il lui parle dans la journée et qu'il est en Dracula, mais plus jeune, il a les cheveux plus longs lâchés, mais le haut, ça fait un peu... on sent que c'est comme s'il avait les cheveux qui avaient été lâchés, en fait. Et quand ils sont enroulés, ça fait cette espèce de deux bosses comme ça, là. En fait. Un côté geisha. Un peu geisha, un peu, ouais, c'est vrai ça. C'est très japonisant. Mais Coppola a fait un travail sublime. Enfin, il s'est entouré des... C'est ça qui est génial avec Coppola, c'est que il va toujours t'emmener un projet à un endroit où tu t'y attends pas, quoi. C'est ça, tu as dans les mains d'un faiseur hollywoodien, on aurait eu peut-être des choix beaucoup plus standards, beaucoup plus classiques. Là, il va te mélanger l'art japonais, le théâtre d'ombre, les marionnettes. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est une commande, hein. Il a fait ce film pour l'argent, il l'a dit lui-même, hein. Il l'a fait parce que Coppola a été très longtemps très endetté. Hein, Coppola, il a été ruiné pendant de nombreuses années après Le Parrain, il a dilapidé sa fortune dans des projets qu'on foiré, hein, notamment le film Coup de cœur qui a pas du tout marché. Hein, c'est un film qui a coûté une blinde et ça l'a ruiné. Et à partir de Coup de cœur, en fait, tous les films qu'il a fait, c'était pour se renflouer. Le Parrain 3, il l'a fait pour se renflouer. Et c'est pour ça que maintenant, Coppola, il est dans l'épicerie fine. Il vend des produits italiens et tout. Hein. Il a toute une activité d'épicerie. Malgré ça, il met toujours ses tripes dans ses films, quoi. Dracula, il a été adapté un nombre incalculable de fois. Sauf que là, il s'est dit, lui, à mon avis, hein, quand tu vois le film, tu te dis... Quitte à adapter Dracula, autant être fidèle au roman avec le côté justement de journal, tu vois, tout ce truc-là. Et puis oui, épistolaire. Il a vraiment fait quelque chose de flamboyant en fait, en termes de costumes, tout ça, de décor. Le casting de dingue. Quand tu vois aujourd'hui, même si effectivement il y en a qui étaient jeunes à l'époque, n'empêche que c'est un casting 4 étoiles. Anthony Hopkins, Gary Oldman, Keanu Reeves. Aujourd'hui, ça coûterait une blinde de les avoir tous réunis dans un film. Il avait du nez, quoi. Et c'est vrai que là, au moins, tu as une adaptation qui est littéraire, en fait. Il y a un côté très littéraire. Donc, peut-être, oui, il s'est dit, je vais pas simplement faire un film de cinéma pour les studios, je vais faire une vraie œuvre littéraire, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est ça, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est que, comme le disait Fouad, il y a cette mise en scène théâtrale, mais des fois, tu as même l'impression de regarder un opéra. Exact. Ouais, que ce soit au niveau de la lumière, que ce soit au niveau de l'ambiance, du jeu, du côté tragique. Et puis la musique aussi, qui exacerbe un peu ce côté de cet opéra. C'est tout simplement sublime. Et aussi autre chose, on parle très rarement de ça, c'est le montage. On a énormément de raccords par analogie. C'est-à-dire que tu passes d'un plan et tu as un autre plan par analogie qui va se succéder. Oui. Un exemple, quand justement Lucie se fait couper la tête, hop, tu retrouves tout de suite après un plan dans un resto avec le roast beef, là, tu vois. Ouais, il coupe la tranche comme ça, ouais. Vous en voulez, hein, vous en voulez. Là, non, merci, là, ça va. Humoristique. Il y a des touches d'humour comme ça, fines. La plume de Pan qui obstrue le cadre ça devient l'œil du Pan devient le tunnel du train. C'est magnifique, ça. Et si tu regardes un moment là, tu as un cercle de feu et tout d'un coup après tu as le plan sur le soleil. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, c'est magnifique, hein. C'est un art, hein, la transition. L'art de la transition, c'est un art, hein. Et le fait qu'il convoque les vieilles techniques de Georges Méliès, hein, les peintures sur verre, tout est dans le plan, etc. Les maquettes et en perspective. Avec le train, là, c'est une maquette, et puis le journal et tout au début. Ouais. Tout ça, c'est des scènes qu'ont tourné son fils. Il y a des maquettes aussi. Roman Coppola, des maquettes. Tout ça, c'est Roman Coppola qui a tourné. Et du coup, ça donne un caractère intemporel finalement au film. Tu peux pas le dater finalement le film quand tu le regardes. Tu peux pas le dater s'il a un côté moderne quand même. Et par certains aspects, il est très moderne.
Et en même temps, il a un cachet comme ça, très, très ancien. Il dit, c'est magnifique, quoi. Il y a même une scène où en fait il fait un clin d'œil au cinématographe, les premières caméras où exact. on filmait. Et tu sais, quand il va rencontrer, il va aborder Mina, tu le vois passer dans la rue, mais en mode vieille pellicule comme ça, Exactement, toute moisie. ouais. Il a utilisé une caméra d'époque. Ouais, et puis tac, après tu rentres dans la scène et puis il aborde la fille et il parle de cinéma. Il dit oui, alors la nouvelle, c'est quand même incroyable cette technologie comme ça. Et il parle, il dit, il invite la fille au cinéma et il te montre les premiers films cinéma, même des trucs un peu érotiques, cinéma en noir et blanc comme ça. Et la fille, elle trouve ça finalement impudique d'être abordée par un homme comme ça qui lui propose d'aller au cinéma. Non mais je vous connais pas, etc. Et ben je trouvais que c'était malin la façon dont comme ça c'est amené dans la scène. Avec le petit clin d'œil de bah oui, c'était l'époque du premier cinématographe et il te fait une scène comme ça où tu es introduit dans le cinématographe en fait avec de la pellicule de l'époque. En même temps que ça reconstitue la vision de Dracula. Parce que on est de jour, donc il est affaibli. Et donc, on peut imaginer que même sa perception sensorielle est un peu altérée et qu'il voit la réalité d'une manière un petit peu comme ça, accélérée. Et j'adore le côté, Dracula, qu'est-ce qu'il fait pour emmener une meuf qu'il kiffe ? Il l'emmène au ciné. Tu sais. Ben ouais. C'est la scène du rencard. C'est ça, ouais. Elle est belle cette scène, hein. Elle est très très jolie avec le chien après, etc. C'est très langoureux, ouais. C'est très langoureux. Cette séquence, elle est chargée d'émotions parce que tu sens qu'il retrouve en fait Elisabetta, enfin quand il la voit, tu vois. Et du coup, il y a un côté nostalgique, il y a l'émotion et en même temps, il doit pas le laisser trop transparaître. Donc, il doit faire aussi, simuler un peu une espèce de rencontre, une première rencontre. C'est ça. Tu penses connaître la personne, mais tu dois pas forcément lui montrer. Et c'est là tout l'enjeu en fait de la scène. Et effectivement, Gary Oldman, il s'en sort magistralement bien. Et puis de toute façon, elle est aussi accompagnée d'une partition de la musique. Hein, on va en parler maintenant. Par le maestro polonais, hein, Wojciech Kilar. Donc, je pense que sincèrement, sans sa contribution, le film il n'aurait pas été le même. Alors, il aurait fallu un grand compositeur de cette trempe, mais oui, il apporte un cachet mythologique dans la sonorité. Dans la musique, tu sens le drame et la mythologie à la fois, tu vois, le drame. Il y a aussi un côté inquiétant. Parce que t'as ces gros, t'as les violons là, les violoncelles au début, tu sens déjà la musique tragique. Exactement, c'est ça. Un caractère mythique du plus profond du temps passé, tu vois. Il y a une marche épique aussi, hein. C'est ça, tu vois, c'est militaire, le passé militaire de Dracula. Enfin, tout est dans. Mais c'est ça, hein, c'est le passé de combattant de Dracula, et puis côté romantique. Encore une fois, dans les mains d'un autre réalisateur, on aurait eu à la musique les Usual Suspects, on aurait eu les compositeurs habituels, contre qui j'ai rien, hein, que j'aime beaucoup. On aurait eu James Newton Howard, peut-être, Howard Shore. Il va chercher Wojciech Kilar. Il faut y penser quand même. Je suis sûr que les studios l'ont dit, bon, tu veux qui ? Tu veux Howard Shore ? Tu veux James Horner ou tu veux John Williams ? Non, moi je veux Wojciech Kilar. Je suis sûr que les studios ne le connaissaient pas, quoi. Enfin bref. Il a fait énormément de musique de film, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas en fait ici. Mais t'as pas l'habitude de le voir dans des films hollywoodiens, Wojciech Kilar. C'est pas son terrain normalement. Ces thèmes en fait, ils ajoutent une profondeur émotionnelle et puis même le côté obsédant que Dracula a pour Elisabetta, pour Mina. Les moments de bataille, enfin voilà, la musique, elle est vraiment présente à chaque fois au bon moment. Et elle permet vraiment de donner une réponse émotionnelle. Et aujourd'hui, malheureusement, je retrouve pas cette saveur, en fait. Je retrouve pas de ces musiques. On en a parlé la dernière fois, Fred, hein, dans notre épisode hors série. Ça n'existe plus. En fait, tu as des compositeurs de musique classique. On connaît plus souvent John Williams, parce que voilà, la musique de Star Wars. Jerry Goldsmith,
aussi, qui a fait beaucoup de musique, la musique de Star Trek, mais pour les films, on va dire, un peu populaires. Hein. Mais ils ont énormément, ils ont de musique de film, c'est des compositeurs de musique classique, mais ils ont énormément de musique à leur actif. Et lui, il fait partie de ces compositeurs de musique classique qui ont fait de bonne musique. On a besoin d'un renouveau, un petit peu, parce que ces derniers temps, souvent, au cinéma, on utilise Hans Zimmer, très régulièrement. Et c'est un peu, on va dire, un des derniers, en fait, qui fait les musiques très... En tout cas, dans les films américains, en tout cas. Mais en fait, c'est super important de mettre des... Je trouve la musique classique, elle apporte quelque chose, un cachet. Et en plus, quand ce sont des compositeurs, quand même dire, des mecs qui composent de nouvelles musiques, parce que Kubrick, des fois, s'embêtait pas. Il prenait des musiques préexistantes. Prenez du Beethoven, par exemple, il habillait sa scène comme ça. Mais là, carrément, ce sont des mecs, ils vont composer une partition. Tu peux l'écouter dans une salle d'opéra, cette musique. Bah ouais, carrément. Et d'ailleurs, cette marche, ce thème de Dracula, on l'a réentendu beaucoup ensuite dans des bandes annonces. C'est un morceau qui a servi de musique provisoire pour des bandes annonces, parce qu'en plus, elle est très efficace, hein, elle est très dramatique, quoi. Tous les postes artistiques, il y a des génies, il y a des talents, des talents qu'on n'avait pas l'habitude de voir, encore une fois, dans un film de studio hollywoodien. C'est ça qui est fort. Hein, il est allé chercher des artistes d'autres secteurs d'activité, du cinéma indépendant, du cinéma européen. Il les a tous réunis pour faire son Dracula, quoi. C'est ça qui est fort. Mais complètement. En plus, c'est exactement ça. C'est la conjugaison de différents talents. C'est pour ça que d'un coup, le film devient un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Un grand compositeur pour la musique, t'as des bons comédiens, t'as un bon scénario, t'as adapté d'un grand roman. Et en fait, chacun fait sa part. Et la conjugaison de tout ça fait que tu dis tout est bon en fait. Tu peux cocher, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, tout c'est imperfect. Alors en fait, c'est comme ça que tu sais que c'est un chef-d'œuvre en fait. Hein. Quand ça coche toutes les cases, mais je te parle en termes de qualité. Hein, je te parle pas en termes de parce qu'aujourd'hui les cases c'est il faut mettre. Alors attention, un peu de féminisme, un peu de ci, un peu de ça. Ouais, mais bon, tu les as finalement tous ces éléments dans les grandes œuvres, que ce soit Shakespeare ou Bram Stoker. Tu les as, c'est en filigrane dans l'histoire, tu vois. Mais après, c'est les comédiens, s'ils savent comment l'incarner, ils arrivent à faire vivre des personnages, justement, des caractères. Non, c'est vraiment merveilleux. Hein. C'est un petit bijou, hein, ce film. C'est un petit bijou, mais est-ce qu'il y a quand même un petit peu de réserve ? Ou est-ce qu'il y a peut-être une scène que vous préférez moins ? Est-ce que... Bon, toi, tu l'as dit un peu, Fouad, tout à l'heure, tu as parlé de Winona Ryder, où tu l'as trouvé un peu en dessous des autres. Est-ce que tu as d'autres réserves, d'autres points faibles ou... Non, aucune autre. Non, c'est voilà, un peu Winona Ryder. Voilà, parce que c'est très personnel hein, ce que je dis. Hein, vraiment, elle me gâche pas du tout le plaisir du film, loin de là. Mais je pense qu'on aurait pu trouver mieux. Et toi, Fred ? Non, rien. En fait, rien. Je trouve que ce film, c'est un classique maintenant, et il est bien comme ça. De mon point de vue, je pense que c'est la meilleure adaptation de Dracula pour l'instant, à ce jour. Je trouve, même en le revoyant là, et j'étais resté un peu sur ce souvenir latent, je trouve qu'il y a un peu de longueur avec cette sous-intrigue dont parlait Fred tout à l'heure, à savoir le premier notaire, tu sais, monsieur Redfield. Ah, les scènes avec Renfield. D'accord. Je trouve qu'à un moment donné, ça se perd un peu, c'est long. Ouais. Oui, à un moment donné, on a des retours comme ça, et je trouvais que ça faisait un peu long. Et puis au final, je suis un peu déçu de la résolution, parce qu'au final, il se fait juste défoncer comme une demeure à travers la cellule, et tu te dis, mais ce gars-là, il va avoir, un peu comme un MacGuffin dans un scénario, tu te dis, mais il va avoir une utilité particulière dans l'histoire. Et au final, non, quoi, tu vois, il parle un peu à Mina, il essaye de la mettre en garde, au final, ça change rien. Et puis, t'as Dracula qui se transforme en brume et qui lui dit, tu m'as trahi, et il le tue, et c'est fini. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça. Après, là aussi, hein, c'est vraiment très personnel. Les longueurs, ça m'a gêné, et la résolution de cette intrigue. Le fait que le rôle soit incarné par Tom Waits, je trouve que ça sauve un peu le truc. Parce que Tom Waits, c'est un chanteur, c'est un compositeur-chanteur à la base. Hein. Mais ça et là, il a eu une carrière cinématographique et ça a toujours été des apparitions. Et lui, quand il apparaît, voilà, c'est toujours génial, quoi.
C'est avec sa voix très caractéristique. On l'a vu chez Tony Scott, hein, notamment dans Domino aussi. Il fait une apparition. Il est apparu comme ça dans des films, mais toujours de manière marquante. Hein, il a toujours eu des apparitions marquantes. Et je pense que avec un autre acteur, effectivement, ça aurait été un rôle plus problématique. Mais je vois ce que tu veux dire. On va passer au moment préféré. S'il y a des séquences où il y a des moments où vous dites, voilà, pour vous, c'est vraiment... Ils sont encore au-dessus du reste du film. Moi, perso, j'en ai deux. Il y en a une que j'ai déjà donnée, je vais vous la redire, c'est la séquence d'introduction, l'intro. Parce qu'encore une fois, tu comprends toutes les motivations, tu comprends la genèse. Avec cette séquence d'introduction, tu comprends tout de suite tous les enjeux. Et tous les enjeux sont posés. Et toute l'intrigue, en fait, est claire. Tu as de l'empathie pour Dracula, alors qu'avant, je voyais Dracula juste comme une menace dans un château. J'avais pas plus d'empathie que ça, je comprenais pas. Je comprenais que c'était le chef des vampires et point barre. Et là, non. Et puis, j'ai parlé aussi de la réalisation. Hein. On a parlé des effets pratiques. C'est vraiment, tout est extraordinaire, le jeu, les idées de mise en scène avec le sang qui gicle. D'ailleurs, on parle beaucoup de sang, mais en 1993, on était aussi dans les années SIDA. Et c'est marrant parce qu'au final, ça coïncide aussi avec une problématique qui est aussi liée à l'hémoglobine. Donc c'est marrant que le film fasse un espèce de miroir comme ça aussi historique sur deux périodes, puisqu'on est aussi sur Dracula, donc la contamination du vampire. Puis la deuxième, alors ça, c'est en la revoyant maintenant, à l'époque, j'avais pas du tout fait attention à ça, ça m'avait pas touché. C'est très rare aujourd'hui que je sois ému par un film que je vois en salle ou autre. Enfin, j'ai beaucoup de recul en fait, parce que j'ai peut-être un œil aussi un peu technique. Enfin, il y a des choses qui me sortent un peu du film, à part vraiment du Terrence Malick sur certains de ses films. C'est rare en fait où je vais verser une petite larme, où je vais être là. C'est pas que je suis insensible, au contraire, mais je sais pas. Il y a peu de choses aujourd'hui qui me touchent. Et ben là, il y a une scène. T'en as parlé tout à l'heure, vite fait, Fouad. Pas justement pour la t'en as pas forcément parlé pour la sublimer, mais c'est la scène, c'est vers la fin du film où tu as justement Mina qui se révolte contre son propre clan et là en fait c'est pas vraiment elle, c'est le contexte de la scène qui me touche énormément en le revoyant, et ça m'a vraiment beaucoup ému parce que dans cette scène tu as justement Dracula. Il a la gorge à moitié ouverte, d'accord. Oui. Il a un pieu dans le cœur, donc il est vraiment voilà, vulnérable à 1000%. Et elle le défend parce qu'à ce moment-là, elle le voit comme le Dracula du début du film. Et c'est ce que je me suis dit. Et en fait, ça lève toute cette apparence-là. Moi, ça m'a touché. Parce que justement, dans notre société, on est tellement conditionné par les apparences, les dictates en fait, de beauté et tout ça. Et qu'elle, elle s'affranchisse complètement de son aspect. Oui. Elle le voit comme son amoureux de cette époque-là. Et cette scène-là m'a vraiment touché avec ce regard-là et cette façon de voir la chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais justement, et c'est d'ailleurs là qu'on comprend que elle se souvient en fait qu'elle est la réincarnation de cette fille. C'est très ésotérique hein, comme film. C'est ce couple maudit où elle est là face à la porte et partent tous les deux ensemble, tu vois, ils se retirent. Et ouais, j'ai trouvé ça bouleversant. Et pour sceller la fin d'un film, pour moi, le climax, il est vraiment réussi là pour le coup. Et c'est Dracula. Puis on n'a pas parlé de ça, mais Dracula, je crois que ça veut dire le fils du dragon. Donc il y a toute cette mythologie avec le dragon, tu vois. Dracula, c'est le dragon en fait parce que c'était le symbole de la maison qu'il servait Vlad. Et d'ailleurs, dans la vraie histoire, c'est ça. Hein, donc il y avait et donc le symbole du dragon, c'était donc Dracula, ça veut dire dragon en fait. Et le fait qu'elle réussisse à dompter le dragon et à le libérer, il y a toute cette symbolique aussi. Donc c'est pas anodin, Dracula, le dragon, le truc. C'est de l'art, c'est du grand art là pour le coup par rapport à la symbolique qu'il essaie de raconter, enfin que l'histoire raconte en fait. Une scène alors, en plus, à ressortir du lot pour vous ? Une ou deux ?
Il y a la fameuse scène, justement, des nanas, là, en fait, les vampires qui viennent. Ah, je te reconnais bien là. Et après, le bébé en offrande et tout, tu dis, oh putain, là, c'est chaud. Il y a ça, il y a la scène, justement, d'exorcisme, où, en fait, Dracula, il dit, vos faces idoles, et puis il tape du pied, comme ça, la croix qui crame et tout. Et en fait, tu ne vas pas me vaincre avec des idoles. Et en fait, c'est ça, c'est que même dans la religion, ils te disent, tu ne te feras Dieu, tu ne te feras aucune image sculptée, aucune idole. Et là, en fait, c'est-à-dire que c'est le démon qui dit au type, ne te cache pas derrière une idole, ça marchera pas sur moi, en fait. C'est énorme. Parce que le démon a la connaissance, en fait, de ça aussi, de cette réalité-là. Mais complètement, mais oui, mais carrément, ben oui. Il s'en est rebellé, donc il connaît, en fait, à la base, tu vois. Mais il connaît. Et oui, du coup, il sait, qui- c'est pour ça qu'il arrive à charmer les êtres humains par rapport à ça, parce qu'il connaît aussi ses faiblesses et il connaît aussi les forces. Et du coup, quand il recule avec, tu vois plus que les yeux. Et puis après, la caméra, elle avance et tout d'un coup, ça s'illumine. Et là, tout d'un coup, c'est des rats, c'est un amas de rats qui tombent. Ouais. Ça, c'est super bien fait parce que des vrais rats, hein, j'ai l'impression. Mais c'est des vrais rats, ouais. Je sais pas comment il a fait pour. Moi, c'était ma 3e scène, hein, celle-là, tu vois. J'en ai cité que 2, mais celle-là, elle est extraordinaire. Quitte à retenir des scènes, c'est plus dans la symbolique. Non, mais après, de toute façon, c'est vrai qu'il y en a plein dans tout le long du film. Comme tu dis, l'introduction est incroyable. Mais la fin, moi, j'ai trouvé que c'était très beau parce qu'en fin de compte, j'avais pas capté ça, tu vois, la première fois, je voyais la fin. Et là, en revoyant le film, j'ai dit, mais en fait, elle sauve son âme à la fin. À la fin, il est pardonné. En fait, il trouve la lumière. Donc, finalement, elle a sauvé son âme. Il meurt, mais elle a sauvé son âme. Et du coup, tu te dis, en fait, la fin, elle est positive. La fin, elle est. Donc, je trouvais que ça finit quand même sur quelque chose de positif pour le personnage de Dracula. En réalité, elle va sauver son Bien âme. sûr, bien sûr. Et ici, c'est donc finalement l'amour qui triomphe pour sauver l'âme des. Et j'ai trouvé ça très, très, très beau. c'est le thème de la très jolie chanson de Lenny, la chanteuse, Eurythmics. de Oui, Eurythmics. Ça, c'est la scène de fin du générique, Ouais, du Annie générique Lennox, de fin. la non chanson sur les Annie anges, Lennox. là, de Dieu, il faut se connecter. Comment se connecter à Dieu, là, la chanson. Na, 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 na. Elle est belle, hein, cette chanson. Na, na. Il est chaud. Ouais. Elle est belle. Hein. Angel. C'est ça, c'est cette chanson, mais je me rappelle plus du titre. Non, la chanson du générique de fin de Dracula. Ah, mais j'avais pas capté, oui. Alors attends, ouais. Ça parle d'amour, etc. Elle est très, je trouve qu'elle est très belle. Cette D'accord. chanson, Je croyais que tu faisais allusion c'est à l'autre chanson de Eurythmics sur. Non, parce que Annie Lennox chante le générique de fin, en fait. Hein. Alors là, à la revoyure, et puis je suis pas allé jusqu'au bout, donc c'est vrai que faudra que je réécoute alors la chanson d'Annie. Alors, c'est le studio qui a imposé, Annie Lennox, le studio a imposé à Coppola, c'est l'une des rares concessions qu'il a faites. D'accord. Coppola, il voulait pas de chansons, machin, il en avait rien à foutre, il était très content de sa musique, mais le studio a insisté pour une chanson pour vendre des disques derrière, et je trouve qu'ils ont eu raison, parce que je trouve que c'est une très jolie chanson, alors, moi, en ce qui me concerne, j'adore la scène du cinéma. C'est justement, voilà, que c'est, comme tu disais, Fred, ces images du temps passé, du cinéma du passé, c'est magnifique. Et je trouve que le montage de cette scène est remarquable, en fait. Hein, parce on a comme ça des images subliminales, presque des films intercalés sur le couple. Voilà, puis il l'emporte dans ses bras, il l'emmène. Hein, et à un moment donné, il flotte dans les airs, etc. Enfin, c'est magnifique parce que c'est la scène où il se révèle. Ça, c'est très touchant. Et moi, j'adore la scène, l'arrivée de Jonathan au château, là. Cette scène, ouais. oh là là. Extraordinaire. Tu sais, il arrive. Il y a une nana qui lui donne un crucifix. La mort rôde dans les parages. Tiens, tu sais, genre... bonne chance. Le cocher avec son bras. Et les loups qui arrivent, quoi. Les Ça, tu vois, loups. la menace directe, c'est menaçant. Le tu vois. feu bleu, là, tout ça, là, tout ce qui précède son arrivée, c'est un cauchemar. Hein. Cette scène m'a donné des cauchemars. Et je triche, elle est une troisième. Quand ils coupent la tête de Lucie, ils vont dans la crypte. Vous avez la bande-son de cette scène-là? Tiens, hein? C'est l'espèce de cri, là, démoniaque, là. Hein. Elle est flippante, cette scène, parce que en fait, quand il plante Lucie, c'est monté à l'envers.
Et donc, ça donne un caractère très étrange à cette scène. En fait, tout est à l'envers, en fait. Hein. Un caractère désarticulé. Ouais, désarticulé. Et ça rajoute un... Et elle a un bébé dans les bras et tout. Tu sais, elle est partie chercher à bouffer, tu vois. Quand elle descend les escaliers, tu sais, elle est vraiment flippante, hein, avec sa collerette, là. D'ailleurs, elle a vraiment fait peur à l'enfant. Hein. Ah ouais, bah, ça m'étonne pas. T'as un plan sur l'enfant qui pleure et tu dis, mais il joue pas, là, le gamin. Il pleure vraiment. Là, tu dis, c'est comme le bébé, là, dans la scène des succubes. Tu dis, oh, les gars, là, c'est limite. Hein. Là, je me suis dit, tu sais, c'est... Waouh. C'est quand même... bon, il est trop petit, le bébé. D'ailleurs, Coppola, dans le commentaire audio, sur la scène des succubes, il dit, ah oui, je me souviens très bien de ce bébé. Ah, on a fait très attention, vous savez, on a veillé, hein, très attention. Ah, j'aimerais bien le revoir aujourd'hui, maintenant qu'il a grandi, je lui ferais bien un cadeau. Oui, genre, il a traumatisé un gosse, ça se trouve aujourd'hui, c'est devenu un serial killer. Je sais pas, Coppola, je l'ai pas senti très serein sur ce moment-là, voilà. On a retrouvé le bébé, c'est Marilyn Manson, en fait. C'est grâce à toi, Coppola. C'est le mec, en fait, c'est un serial killer et tout, tu vois. Non, mais elles sont bien, ouais, les scènes. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette scène, quand il fait les incantations, elle retourne dans la tombe, et puis la façon dont elle se remet comme ça, et puis tout d'un coup, elle ressurgit, elle lui crache tout le mais ouais, sang. C'est flippant, ça, hein. Et sur la croix, genre, tiens, je m'en fous, tu vois. Van Helsing, il bronche pas. Hein, quand il se prend des giclées de sang dans la gueule, il bronche pas. C'est pour lui, c'est normal. C'est encore un petit détail de jeu. C'est un film aussi qui regroupe plusieurs typologie en réalité de monstres. C'est la première fois que je vois un vampire se métamorphoser en loup-garou, qui est aussi une autre créature iconique. Si jamais je montre la séquence de la chauve-souris, Dracula en chauve-souris, à quelqu'un qui n'a pas vu le film, il pense qu'il a affaire à un film de monstre, pas un film de vampire. Pareil pour la scène de loup-garou, parce qu'on n'a pas parlé de ce plan subjectif à la Wolfen, là. Ça regroupe comme ça plusieurs entités de monstres, mais sans en faire trop. On arrive doucement sur la fin. Alors, quelques petites anecdotes. Donc, comme vous savez, le film il s'appelle Dracula d'après le roman de Bram Stoker parce qu'il ne pouvait pas utiliser le mot Dracula tout seul parce qu'il appartient à Universal. En même temps, c'est pas faux, hein, c'est l'adaptation du roman. Là, elle est très bien respectée, plutôt bien respectée. Un chef-d'œuvre. Alors, Winona Ryder, elle devait à la base interpréter la fille de Michael Corleone dans Le Parrain 3, qui a ensuite été remplacée par la propre fille de Coppola, donc Sofia. J'ai beaucoup entendu parler d'un rôle qui aurait pu remplacer Keanu Reeves. C'est Johnny Depp. Ah donc, ouais. Côté un peu burtonien. D'ailleurs, Winona Ryder est une actrice burtonienne à la base. Je crois que c'est les premiers films qu'elle a fait, c'était chez Burton. Hein. Elle a été connue avec Beetlejuice, tout ça. Elle était petite. Et Édouard Romain d'Argent. Pareil, Johnny Depp, je crois que c'était le premier rôle, c'était dans Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, si je ne m'abuse. Mais ça a été, c'est on va dire l'acteur fétiche de Tim Burton. Il a dû jouer énormément de films de Tim Burton. Il en a. Ah ouais, il y a un côté Sleepy Hollow et tout. Cette ambiance un peu gothique, est-ce que ça lui correspond pas? Oui, carrément, oui, carrément. Édouard Romain d'Argent, tu vois, il avait déjà une connivence avec Winona Ryder, avec Édouard Romain d'Argent, donc ils se connaissaient déjà. Mais il me semble qu'ils ont flirté tous les deux. Ils ont été ensemble, hein, ouais. Ils ont été en couple, ouais. Winona Ryder, aujourd'hui, elle joue elle joue les mamans dans Stranger Things. Bah, elle joue là dans la suite de Beetlejuice 2, là. Enfin, il y a Beetlejuice 2 qui va sortir, là. Avec Monica Bellucci. Donc, ça rejoint Dracula. Et d'ailleurs, là, comment s'appelle la petite actrice là, qui a joué dans Mercredi et qui, à mon avis, fera la fille de Winona Ryder, en fait, parce que ça va être... Très probablement, après on ne sait pas, hein, mais... Jenny Ortega. Mais moi j'ai poussé le truc encore plus loin et je me suis dit Johnny Depp aujourd'hui à la place de Dracula, justement. Ah ouais. Ah, pourquoi pas. Est-ce que ça aurait pas marché avec le côté séducteur aussi, charmeur de Dracula? Il pourrait faire Dracula, Johnny Depp, ouais. Côté un peu froid, tu vois. Aujourd'hui je te parle, en plus, c'est vrai ça, c'est avec pas le chapeau. faux. Mais du coup, ouais, le truc, c'est que s'ils réadaptent Dracula, ils peuvent, hein, mais, parce qu'après tout, ils réadaptent. Mais il faudrait réadapter le roman, mais sous un autre angle, quoi. Ça veut dire, à l'époque, il était jeune, il pouvait interpréter justement Jonathan. Et maintenant, il peut interpréter, je trouve qu'il ferait un super bon Dracula. C'est vrai. Il a joué un vampire dans Dark Shadows de Tim Burton, justement. Il jouait un vampire.
Mais en Dracula, pourquoi pas? Là, il était question, là, la Universal, à un moment donné, ils avaient un projet qui s'appelait Dark Universe. Hein, ils voulaient faire un peu comme Marvel. Ils voulaient mettre tous les monstres de l'Universal ensemble et tout, machin, faire des films, un univers partagé. Et Johnny Depp était dans ce délire-là. Il devait jouer l'homme invisible. Quelques petites inspirations rapides après ce film. Il y a un manga très connu qui est sorti qui s'appelle Hellsing, notamment qui a cartonné au Japon, et la saga des Castlevania. Saga de jeux vidéo, de la Nintendo NES jusqu'à maintenant la PS4. Donc c'est clairement la saga Castlevania a été vraiment a piqué ici et là en fait pas mal de choses de ce film-là, même dans le nom des personnages, dans l'histoire et tout. Et c'est un super. Moi j'avais connu l'époque sur la Super Nintendo. Tu avais des super Castlevania qui étaient déjà extraordinaires. Voilà, c'était juste, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus sur les inspirations. Il y en a sûrement d'autres. Après, j'ai pas notamment fait énormément de recherches là-dessus. Pour finir, on va faire quelques petites recommandations. Moi, j'avais donc 2 films. J'avais dit des films pas trop connus du grand public, et en même temps moi j'ai pas de film de Dracula à proprement parler, plus des films de vampires. Donc je vous ai sélectionné 2 longs métrages, un qui date de 1988 qui s'appelle Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Oui, je l'ai vu, ouais. Formidable. Je l'ai vu. Un film un peu plus récent, suédois, Morse, de Thomas Alfredson, sorti en 2009. C'était ma rêve. C'était l'une de mes 2 rêves. Les grands esprits se rencontrent, mais c'est pas grave. C'est pas concerté. Ah, on s'est pas concerté. Ok, avec une photographie extraordinaire, magnifique. Beaucoup les films de Scandinavie, comme ça, ils ont des super belles photos, très belles images. Et puis là, ça met en scène des vampires enfants, quoi, donc ados, on va dire, ce qui est assez rare pour le souligner. Donc moi, après, j'aurais pu mettre Une nuit en enfer, bien sûr. Après, ça part encore dans un autre délire. Après, un film de vampire, j'avoue que j'ai vu qu'il y avait plein d'autres films qui sont ce Dracula 2001, Renfield, tout ça. J'ai pas vu avec Nicolas Cage. Je sais pas ce que ça vaut. Voilà. Toi, c'est quoi ton autre film du coup, Fouad? Alors moi, c'est le Dracula de John Badham. John Badham a fait un Dracula que je trouve qui est vraiment pas mal, avec Frank Langella. Frank Langella dans le rôle titre. Musique de John Williams. Laurence Olivier dans le rôle de Van Helsing. Voilà, moi je trouve ce Dracula vachement bien. Ah ouais. J'avais déjà vu la pochette dans les vidéoclubs, j'avais jamais osé le louer. Et très Mais sympa. Okay. Ouais, je trouve que c'est un bon Dracula. Ouais. Ok, sorti 1979. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, très belle partition de John Williams et Renfield avec Nicolas Cage. Je recommande. Il est récent c'est celui-là. Vraiment bien. Ouais, pour le coup, c'est sur le ton de la comédie. Avec les dents pointues là. Il y a des... Ouais, avec Nicolas. Alors c'est marrant parce que c'est sous l'angle de la comédie. Donc Renfield, qui est joué par Nicolas Hoult, veut sortir de sa relation toxique qu'il a avec Dracula. Et tu vois, c'est pris sous cet angle-là. Hein. Renfield, qui est dépendant, hein, il est dans une relation de dépendance avec Dracula. Hein. Eh bien, le film va prendre ça à la comédie. Et donc, Renfield va... pendant tout le film, il essaye de s'émanciper de la tutelle de Dracula, qui est joué par Nicolas Cage. Nicolas Cage qui est né pour jouer Dracula. Il est formidable hein, dans le rôle. Nicolas Cage qui est un amoureux du rôle. Hein. Nicolas Cage qui a produit L'ombre du vampire, un film qui retrace le tournage de Nosferatu. Il y a Willem Dafoe qui joue dedans. C'est un film qu'a produit Nicolas Cage. Il a joué dans un film qui s'appelle Le baiser du vampire, où il joue un personnage qui est convaincu d'avoir été mordu par une chauve-souris et qui est convaincu de se transformer en chauve-souris. Et donc, ça donne lieu à une interprétation complètement folle. Nicolas Cage c'est un grand fan de Bela Lugosi, de Conrad Veidt. Enfin, voilà, il est très, très pétri de ça, Nicolas Cage. Et c'est un grand amoureux du personnage de Dracula. Nicolas Cage qui est un Coppola. C'est ça aussi qui est marrant. Et qui est un Coppola, donc tout se rejoint là. Ah ouais, c'est le neveu de Coppola. Ouais. Exactement. Et donc là, du coup, la boucle est bouclée. Et on a dit la même phrase en même temps. Eh oui, parce qu'on a tous les deux les dents longues. Mon sang ne fait qu'un tour. Alors. Moi aussi, je suis mordu par toutes ces choses. Toi aussi, t'es mordu, Fred. Ah là là.
Écoute, moi... Ouais, Fred. Alors, je vais te dire, Entretien avec un vampire. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, j'avais oublié. Alors, c'est l'adaptation d'Anne Rice, et c'est vrai que j'ai lu les romans. Voilà, j'ai adoré cette adaptation, et c'est vraiment génial. C'est dommage qu'ils aient pas fait les suites en film, d'ailleurs. Les romans sont incroyables, et il y a une série, d'ailleurs, en ce moment, qui fête, mais il y a des bons et des mauvais aspects sur la saison 1. La saison 2, j'ai pas encore vu, mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire de l'adaptation des autres romans, parce qu'en fait, les 2 premières saisons, c'est l'adaptation du premier roman. Et là, le film de Janelle Jordan, c'est l'adaptation du premier roman, Entretien avec un vampire. Et sinon, Vampire, vous avez dit Vampire. Ah ouais. Que j'avais vu au cinéma, j'ai adoré. Tom Holland. Mais il y a aussi, je vais tricher, j'en ai un troisième, c'est Génération perdue de Schumacher, justement, avec... Excellent choix. J'avais vu pareil au cinéma avec Kiefer Sutherland. Et justement, ça prouve que Sutherland, il est très très fort, parce qu'on a l'habitude de le voir un peu dans les séries télé maintenant, machin, où il fait un peu le héros, alors qu'en fait, il a toujours joué des personnages ambigus, tout ça. J'ai bien aimé. C'est un très bon comédien. Il faudrait qu'il revienne un peu dans des rôles de méchants. Excellent choix. Vampire vs Vampire, il est vraiment bien. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais, bon choix, excellent choix. Ouais. Fright Night, c'est formidable. C'est formidable. Même la suite est sympa. Ouais. Mais le premier est vraiment court. Enfin, le deuxième est pas mal, mais le premier, c'est vraiment génial. Il est génial. Ah, il est génial ce film, c'est vrai. Ah, franchement, super choix. Bah écoutez, on a terminé, hein. Merci beaucoup. Franchement, c'était hyper plaisant de se replonger dans ce chef-d'œuvre ultime qui est Dracula. On est unanime, hein, sur le fait que le film est un classique. Merci à vous deux. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. En tout cas, voilà, la porte, elle est toujours ouverte. Et franchement, voilà, gros moment de kiff. Et je vous dis à très très vite. À bientôt. Merci Fouad. Merci Jamel. Merci Fred. Merci à toi. Salut Fred. Au plaisir, mec. Salut, au plaisir, Fouad. Tu me fais tomber 6 000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer. Tu me fais tomber 6 000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer. Tu me fais tomber 6 000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer. Tu me fais tomber 6 000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.